Voilà, bonjour ou bonsoir à vous et merci d'être avec nous en direct ou en replay pour cette nouvelle émission sur Elle et lui TV, Laisse pousser tes ailes, fais briller ton soleil. Pour cette émission, je suis en compagnie d'un jeune invité qui n'était pas prévu à mon programme, je ne le connaissais pas il y a quelques jours, c'est Nicolas Bouvier et je suis très contente que cette émission avec lui se soit presque improvisée pour ce soir. Bonsoir Nicolas et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonsoir Sylvie et bonsoir à tous les spectateurs qui nous suivent. Voilà, donc comme je le disais, cette émission ne faisait pas partie de mon programme sur la chaîne. Je vous avais retrouvé la semaine dernière en compagnie de Michel Guénier pour une émission sur la manipulation et comment la démasquer et déjouer ses pièges et ses stratagèmes. Et puis, je vous avais annoncé la prochaine émission qui devait avoir lieu demain, qui s'appelle De la souffrance à la liberté de l'être et qui est une émission de témoignage dans laquelle je vais recevoir des personnes qui ont vécu des épreuves lourdes et qui ont vécu des choses difficiles, mais qui ne se sont pas laissées écraser sur leur trajectoire par ces épreuves qui sont venues les impacter, mais qui au contraire s'en sont servis pour transformer leur vie et transformer aussi celle des autres. Et comme la vie est bien faite, elle m'a mis justement sur le chemin Nicolas, qui est en fait un point de jonction, une charnière idéale entre ces deux émissions, puisque lui-même a été victime d'une forme de manipulation, qui est le harcèlement scolaire, et il va vous en parler tout à l'heure. Et puis, en fait, il n'est pas resté enfermé, englué dans ce statut de victime. Il a vraiment su se servir de cette expérience difficile qu'il avait vécue pour devenir un acteur, je dirais presque un militant, qui aujourd'hui aide les autres et est actif sur plein de terrains à travers ses livres, à travers son engagement dans les écoles, auprès des parents, auprès des jeunes. Enfin, il va vous en parler en détail. Il est vraiment très très impliqué et très actif. Donc voilà, c'était vraiment l'invité idéal pour cette émission qui n'était pas prévue et qui en plus touche une actualité assez cruciale et assez brûlante dont j'ai pas beaucoup entendu parler, ni sur les médias classiques, ni même sur les médias alternatifs. Le harcèlement scolaire, moi je l'ai pas vécu en tant qu'élève, mais j'y ai assisté beaucoup puisque j'ai été enseignante 10 ans dans un enseignement dans un établissement d'enseignement spécialisé où on était beaucoup confrontés à ces problèmes de harcèlement des plus fragiles par les plus violents et où quelquefois c'était difficile de trouver des solutions à ça. Donc je suis vraiment contente ce soir de vous apporter un invité pertinent qui va pouvoir répondre à toutes vos questions à partir de son expérience et aussi à travers de tout son engagement sur le terrain. Voilà, c'est aussi ce que j'ai apprécié chez Nicolas, c'est que c'est vraiment un homme de terrain qui s'est pas contenté d'élaborer des théories sur le harcèlement et ce qu'on pouvait faire contre le harcèlement, mais qui a mis la main à la pâte, même les deux mains et jusqu'au coude, je dirais. Et voilà, pour toutes ces raisons-là, j'avais à cœur de faire une émission avec lui ce soir. Donc Nicolas, écoute, je te propose de prendre la parole, de partager avec le public ce que tu as envie de dire dans l'ordre où tu as envie de le dire. Et puis quand tu penses que tu as fait une présentation assez générale de ce que tu veux amener, eh on commencera à prendre les questions des gens. Je vois que les gens sont déjà assez nombreux à réagir et à poser des questions. Et donc si vous suivez l'émission sur YouTube, je vous rappelle que vous pouvez interagir en allant sur le lien YouTube qu'on vous a mis, Nicolas et moi, sur Facebook, sur YouTube, partout. C'est vraiment à partir de ce lien-là que vous pouvez entrer dans l'émission et poser vos questions par écrit. Si vous les postez sur YouTube, on les verra après l'émission. Sur Facebook, c'est la même chose. Si vous voulez que les questions soient lues en direct et que Nicolas vous réponde en direct, c'est sur le lien Google+, qu'il faut cliquer et c'est ça qu'il faut activer. Voilà, Nicolas, c'est à toi. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Déjà, merci pour tous ces compliments. Et donc, bonsoir à tous. Alors, merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Alors, c'est vrai que le sujet du harcèlement scolaire, malheureusement, est un sujet qui est toujours d'actualité, plus que jamais. Et c'est vrai que c'est un sujet qui ne date pas d'hier, loin de là. On aura l'occasion d'y revenir. Alors, déjà, la question qui revient le plus souvent quand je rencontre les gens, c'est qu'est-ce que c'est que le harcèlement scolaire? C'est une très bonne question parce que pendant longtemps, on s'est demandé quand est-ce que ça commençait, quand est-ce que ça finissait. Et en fait, le harcèlement, la définition générale, c'est que c'est une violence répétée. Et j'insiste sur la notion de répétition, puisque c'est une violence répétée qui a pour but de s'exercer de manière intentionnelle sur une ou plusieurs personnes
afin de dégrader les conditions de vie et de travail de cette ou ces personnes. Donc, moi, c'est ce qui m'est arrivé malheureusement pendant 4 années, donc il y a plus de 10 ans maintenant, dans un collège catholique en Normandie, voilà, dans une ville qui s'appelle Louviers. Et c'était un collège justement où il y avait beaucoup de jeunes en difficulté, qui étaient en retard. Moi, je suis arrivé là-bas en 2001. J'avais 11 ans, j'étais mal dans ma peau, j'étais en surpoids. Et on m'a appelé Bouboule, Boulet, Gros Porc. On a donné tous les noms possibles, en commençant par les surnoms méchants. Et ça a été aussi, comment dire, des instructions physiques sur ma tenue vestimentaire, sur ma personnalité, parce que j'étais pour les autres ringards, j'écoutais pas la même musique. À l'époque, j'écoutais par exemple les années 70, alors que la mode était au punk ou au rap. Voilà, donc je mettais pas de gel dans les cheveux, donc j'étais pas à la mode. Donc toutes ces difficultés-là, tout ce harcèlement-là a empiré d'année en année, tout simplement parce que je n'ai pas parlé. Donc je suis resté dans ce qu'on appelle la loi du silence, qui est un phénomène dévastateur puisque aujourd'hui en France, il y a environ 22% de jeunes qui sont dans la loi du silence. Donc c'est quand même plus de 2 millions de jeunes. Et c'est assez catastrophique parce qu'on s'aperçoit qu'à l'époque, il n'y avait pas de prévention du tout. Ça n'existait pas. Alors, il n'y avait pas les réseaux sociaux non plus. Ça a apparu en 2004, mais quand ça a apparu, moi, je n'avais pas Internet, donc j'ai été plus ou moins protégé, si je puis dire. Mais à l'époque, où il y avait le harcèlement, sans les réseaux sociaux, il y avait déjà cette frontière, en fait, entre l'école et la maison qui existait. C'est-à-dire qu'à l'école, j'étais martyrisé moralement et physiquement, hein, des coups bas, des insultes, des gifles, des claques, ça a été jusqu'au crachat aussi, donc ça a été très loin. Et le phénomène aussi du bizutage dans le sport, que ce soit dans l'école ou en dehors, en club. J'ai dû arrêter par exemple le foot au bout de 9 mois quand j'étais en 5e, donc j'avais 12 ans, parce que j'allais me faire raqueter. On attendait que l'entraîneur ait de tourner pour se mettre à 3 ou 4 sur moi pour me gifler. Donc c'est quelque chose qui m'a suivi pendant longtemps. Et le pire, en fait, au collège, ça a été l'année de 4e. J'avais 13 ans et j'avais un jeune, en fait, à qui j'ai fait confiance naïvement pour me défendre, pour être un peu mon garde du corps, entre guillemets. Il avait 17 ans, donc c'était le plus vieux du collège. Il était assez grand, hein, il faisait 1m87, je faisais 15 cm de moins. Bref, il avait tout le profil du harceleur, plus grand, plus fort et en nombre, parce qu'il agissait rarement seul. En général, il se réunissait avec tous mes ennemis pour me martyriser. Donc, ça a été vraiment une année très difficile, parce que ça a été à tous les niveaux, que ce soit en classe, dans la cour, dans le sport. Et là, j'ai vraiment eu des idées noires. Je faisais des cauchemars. Ça m'arrivait presque d'avoir des insomnies et de penser à la mort, hein, j'ose le dire, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le but des harceleurs, justement, est de vouloir faire en sorte que la victime ne parle pas, qu'elle reste murée dans le silence, qu'elle reste isolée, qu'elle s'enferme dans sa solitude, être seule au monde, parce que quand on est seul, on est vulnérable, on est fragile, et pour les harceleurs, on est faible aussi, et on verra rarement des harceleurs, un harceleur face à 10 victimes, ce sera plutôt 10 harceleurs face à une victime. Donc on voit déjà le processus du harcèlement scolaire qui se joint à la lâcheté, à la complicité aussi. Alors, on y reviendra aussi un petit peu tout à l'heure, mais il y a différents profils, hein, avec les témoins, les victimes, les harceleurs. Et aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui s'y rajoutent. Alors c'est un phénomène que je n'ai pas connu, au collège du moins, mais il m'est arrivé il y a 2 ans de connaître le cyberharcèlement parce que j'avais dénoncé une page justement qui dénonçait, qui critiquait en fait des photos en disant que les personnes étaient moches. Et du coup, ça s'est retourné contre moi et j'ai eu une vague d'insultes, mais j'ai pu me défendre grâce aussi à mes lecteurs. Donc voilà. Donc l'étape du collège, c'est une des plus difficiles de la scolarité parce que justement, on devient adolescent et en même temps, aujourd'hui, le collège, pour beaucoup de victimes, hein, ça représente quand même 14% des jeunes, c'est une jungle, c'est comme une prison. Voilà. Donc ça, c'est vraiment dramatique et nous, on est là sur le terrain pour justement essayer de sensibiliser les jeunes. Et je ne pourrais pas sensibiliser les jeunes
sans l'aval d'une association qui se reconnaîtra, l'association Les Parents, que je salue ce soir, avec le président, Willy Pierre, et la trésorière Magali Vialet, grâce à qui, justement, je peux intervenir dans les écoles. Et bon, je pense qu'on en aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais voilà, je voulais indiquer ça pour commencer. Et je rappelle d'ailleurs que un pourcentage de tous les livres que tu écris est reversé à cette association. Si Ça, oui, sur mon nouveau livre que je présenterai tout à l'heure, La loi du silence, il y a 1 euro qui est reversé par exemplaire vendu à l'association, parce que, encore une fois, c'est pour les remercier quand même. J'ai attendu presque 4 ans avant de pouvoir intervenir dans les écoles, parce que c'est très compliqué. Et puis, c'est aussi au bon vouloir du chef d'établissement, qui, quand même, a l'autorité pour dire qui a le droit ou pas de pénétrer dans son école. Donc, on ne rentre pas comme ça faire de la sensibilisation, malheureusement. Donc, j'encourage aussi tous les parents, tous les acteurs du monde scolaire, même extérieur, à proposer au chef d'établissement, au CPE, infirmière scolaire. Nous, on a pu rentrer comme ça par différents moyens pour justement sensibiliser les élèves. On utilise tout un panel d'outils, que ce soit des diapositives pour vraiment définir le harcèlement, les profils, etc. Mais aussi les clips de prévention, parce que je mise beaucoup sur l'image, sur la vidéo. Aujourd'hui, c'est omniprésent dans notre société, l'image, la vidéo, et c'est comme ça qu'on arrive mieux à comprendre le phénomène. Et aussi, bien sûr, l'expérience. Ouais. Et alors, est-ce que tu as un retour des établissements où tu interviens? Est-ce que, par exemple, ça t'arrive d'y retourner 6 mois ou 1 an après et de faire un petit peu un état des lieux pour voir si les choses ont changé? Alors, il y a eu un cas au centre culturel, socio-culturel Jacques Cartier que j'ai fait à Brive, notamment pas loin de chez moi. J'y suis à retourner une 2e fois et je vais peut-être y retourner une 3e dans quelques mois. Alors, ça sort un petit peu de l'établissement scolaire classique, mais ce sont des jeunes aussi qui sont parfois en difficulté, souvent même. Et ce qui était intéressant, c'était justement avoir des jeunes qui sont de l'extérieur, sans forcément tous se connaître dans le même établissement, mais qui viennent d'un peu partout. Et bon, j'ai dû faire un peu la police là-bas, exercer une certaine autorité, mais ça a été aussi porteur parce que j'ai compris, sans être enseignant, la tâche immense qui attend les enseignants lorsqu'ils débutent leur carrière, notamment. C'est aussi pour ça que j'ai écrit La loi du silence, pour essayer de me projeter aussi dans ce milieu-là. Et en même temps, voilà, quand on essaye de faire comprendre à un enfant qu'il ne faut pas faire ci, qu'il ne faut pas faire ça et qu'il ne comprend pas, comment réagir, essayer de ne pas être trop rigoureux dès le départ, mais en même temps de ne pas être trop laxiste. Donc voilà, c'est un travail vraiment sur le fil. Et c'est vrai que, encore une fois, le métier d'enseignant, c'est comme beaucoup de métiers, comme pompier, comme policier, comme médecin. Si on n'a pas la vocation, déjà si on n'aime pas les enfants, il ne faut pas faire ce métier. Je pense qu'il faut aimer un minimum les jeunes, il faut aimer leur transmettre quelque chose, voilà, et puis aimer le partage. Et ensuite, voilà, c'est quand même un des plus beaux métiers du monde. Enfin, ça a été le cas pendant un moment. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est un métier parfois à risque, surtout dans certaines villes de France, dans certains départements. Et on s'aperçoit aussi que les gens qui sortent de l'ESP, l'école supérieure du professorat de l'éducation, anciennement IUFM, on s'aperçoit que ces jeunes-là sont laissés à l'abandon sur le terrain. Moi, je considère qu'ils sont laissés à l'abattoir parce qu'ils ne sont pas prévenus suffisamment du terrain. Ils n'ont jamais été confrontés à une classe entière. Et du coup, on a du mal à pouvoir les aider quand ils sont face à des jeunes qui sont intolérants, qui sont difficiles. Donc voilà, c'est encore une fois un travail où psychologie, autorité et transmission se mélangent. Donc c'est un métier très complet, voilà, qui est pourtant assez mal reconnu aujourd'hui, parce qu'on s'aperçoit que quand même 30% des enseignants changent de métier, se reconvertissent parce qu'ils n'en peuvent plus. Et du coup, on s'aperçoit que voilà, leur métier est difficile. Après, il y a aussi le contact avec les parents qui est parfois compliqué, qui est souvent compliqué. Même, il y a maintenant, il y a une vraie guerre. Alors, c'est pas partout pareil, c'est pas une généralité, mais on s'aperçoit qu'il y a des cas où les enseignants sont parfois sourds aussi, parce qu'on leur dit. Et voilà, c'est tout un ensemble. C'est pour ça que le harcèlement scolaire est un phénomène très vaste, très complexe,
et qu'on essaye de démêler cas par cas ce qui se passe. Alors, je me permets de t'interrompre parce qu'effectivement, il y a une remarque d'un auditeur, Sergueï Bonal, Oui. qui est même une question et qui demande pourquoi beaucoup de profs ne prêtent pas autant attention au harcèlement scolaire alors qu'ils prétendent le contraire. Et puisque tu es en train de parler des enseignants, moi je peux donner une partie de la réponse puisque j'ai été enseignante pendant 10 ans. Donc je crois pas que c'est les profs n'y prêtent pas attention. Alors il y a peut-être effectivement des profs qui choisissent d'ignorer ça. Moi, comme je l'ai expliqué, j'ai bossé dans un établissement qui était un établissement d'éducation spécialisée, donc où on accueillait de toute façon déjà des élèves qui étaient repérés comme étant des troubles du comportement, des problèmes de prédélinquance. C'était des ados, hein, c'était des garçons. Et je crois pas que les profs n'y prêtent pas attention. Il y a aussi le fait que, comme tu l'as évoqué, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à déceler dans le harcèlement scolaire. Il y a d'abord le fait que les victimes ont peur de parler. Il y a le fait que, comme tu le disais, c'est souvent une violence qui s'exerce en bande et que du coup, c'est difficile d'isoler qui est le meneur, qui est à l'instigation de ça, puisqu'en fait, ça vient d'un petit peu tous les côtés. Donc, c'est difficile d'isoler un coupable au milieu de tout ça. Il y a aussi que souvent ça se passe forcément dans des moments où, alors soit hors de la classe, soit dans les récrés, soit dans les toilettes. Nous, on avait des internes, il y avait aussi beaucoup de choses qui se passaient à l'internat, donc c'est pas forcément dans le cadre de la classe. Et puis il y a aussi que l'enseignant, il a une classe à gérer, il n'a pas juste 10 gamins. Nous, on avait la chance d'en avoir que 15 et c'était déjà difficile, mais aujourd'hui, ils en ont 30, ils en ont 40. Et quand vous avez 40 individus en face de vous, je mets n'importe qui au défi d'arriver à surveiller ce que fait un auditoire de 40 personnes dans les moindres faits et gestes. C'est pas possible. C'est pas possible d'arriver à voir tout ce qui se fait, tout ce qui se dit. Surtout que, comme tu le disais, c'est souvent insidieux. C'est des petits mots, c'est des petits coups bas, c'est des petits trucs par en dessous, c'est des papiers qui circulent. Ça va pas être forcément des grosses insultes qui vont être proférées à la face de la classe. Alors c'est vrai que y a beaucoup de vrai dans ce que tu dis. Mais je me réfère aussi aux témoignages que j'ai reçus parce que il m'est arrivé aussi d'être martyrisé devant les professeurs. Il faut savoir que aujourd'hui, le métier d'enseignant est beaucoup plus mal vu qu'avant, suivant les endroits, encore une fois. Alors, le problème, c'est qu'il y a plusieurs cas de figure. L'enseignant, c'est vrai qu'il a une classe à gérer, mais j'ai vu des enseignants qui faisaient leur métier tout simplement pour la sécurité de l'emploi. Et ça, c'est un fait qui existe. Et je trouve ça calamiteux parce que j'en ai connu personnellement. Des gens qui, dès qu'il était l'heure de fin de cours, rangeaient les affaires et partaient sans demander leur reste. Encore une fois, ce n'est pas une généralité. Mais il existe beaucoup de cas différents, donc j'essaye de les expliquer cas par cas. Mais c'est vrai qu'il existe aussi des profs qui sont exemplaires, qui essayent d'être au plus près de leurs élèves. Et je les félicite parce que c'est pas facile. Encore une fois, c'est un métier qui devient de plus en plus compliqué. On en demande toujours de plus en plus aux professeurs. Et en même temps, ces enseignants-là qui sont très impliqués n'ont pas l'aide nécessaire, n'ont pas l'accompagnement de la hiérarchie souvent. On s'aperçoit qu'il y a des enseignants qui veulent dénoncer des choses, mais le chef d'établissement, on en citera un passage tout à l'heure dans la loi du silence, qui est un passage qui n'est pas vraiment fictif, puisque ça vient d'un témoignage que j'ai reçu, justement, d'une amie qui est enseignante dans le Nord. Alors, on m'a raconté ça, et c'était il y a 2-3 ans, convoquée par son chef d'établissement en début d'année scolaire en lui disant « Bon, dans 18 mois, je pars à la retraite, donc s'il y a un souci, on ne fait pas trop de vagues. » Voilà. Et ça fait partie des tabous du système, c'est-à-dire que plus on dénonce, plus on risque de déranger. Et moi, je suis quelqu'un qui dérange par nature. Donc, c'est pour ça que je n'aurais jamais pu être prof. Je me serais mis les parents à dos, je me serais mis toutes les institutions à dos, parce que dès qu'il y a un problème, je suis réactif, je suis là, quitte à déranger. Mais en même temps, on ne peut pas laisser certaines situations se dérouler. Quand je pense au suicide de Pauline, par exemple, en 2012, Pauline Fourmont, j'ai une pensée pour sa famille ce soir, hein, comme à toutes les victimes de harcèlement, comme par exemple la fille de Nora Fraisse, que je salue, qui est une mère combative, qui justement se bat pour que sa fille ne soit pas morte pour rien. Et malheureusement, il y a encore beaucoup de chemin à faire parce qu'on s'aperçoit que tous ces jeunes qui sont morts à cause de l'école, souvent les parents n'étaient pas au courant, mais tout le monde savait à l'école. C'était le cas pour Pauline, c'était le cas plus ou moins pour Marion.
Pauline, ce qui se passait, c'est qu'elle allait à l'école, on l'a traitée de garçon manqué, on lui crachait dans son assiette au self, on l'a martyrisée. Et puis, quand l'enquête a été ouverte, chacun a rejeté la responsabilité sur l'autre et on s'est aperçu qu'au final, les parents étaient les seuls à ne pas être au courant. Et quand un enfant veut garder le silence, il sait le faire. C'est-à-dire que moi, quand j'étais victime, je faisais en sorte que ça ne se sache pas. On m'a frappé, j'ai eu des bleus, je me disais que je m'étais cogné, je trouvais n'importe quelle excuse. Aujourd'hui, c'est différent. Comparativement à l'époque où j'ai été victime, aujourd'hui, on a des numéros verts, on a des associations, on a des victimes qui témoignent, on fait partie. On a plus de moyens. Mais encore une fois, j'ai l'impression que paradoxalement, plus on en parle, et plus c'est difficile d'aller jusqu'au bout des choses, parce que, encore une fois, tous les tabous ressurgissent. Alors, le tabou du harcèlement scolaire fait partie des tabous de la société, comme le viol, l'inceste, le harcèlement au travail aussi, malheureusement que j'ai vécu également par la suite. Et on s'est aperçu que le harcèlement au travail, justement, souvent, c'était des victimes qui déjà l'avaient été à l'école et qui se retrouvent au travail. C'est un fléau aussi dévastateur qui a fait quand même pas mal de suicides. Donc, encore une fois, tous les types de harcèlement sont à combattre, tout comme le harcèlement sexuel. Pas plus tard que cette semaine, avec l'affaire du député Baupin, ça ressurgit. Mais encore une fois, c'est un fléau qui existe depuis des décennies. Et même s'il y a des lois qui existent, sont-elles appliquées? Sont-elles connues des gens? C'est très compliqué, encore une fois. Mais au niveau de l'enseignement, on s'aperçoit que plus on monte dans la hiérarchie des institutions, inspection, rectorat, d'académie, ministère, et plus on a tendance à minimiser, à fermer les portes. C'est ce qui s'est passé pour Jonathan Destin, que la plupart des spectateurs qui nous regardent connaissent maintenant, puisque c'est un jeune qui a eu une histoire effroyable, encore pire que la mienne, qui a voulu se tuer, s'immolé par le feu, qui en est marqué physiquement à vie. Moi, je l'encourage de tout cœur à se battre. Je salue aussi sa famille parce que c'est difficile de vivre avec ça. Pour trouver un travail, surtout quand on est marqué physiquement, c'est très compliqué. Et il doit se reconstruire à tous les niveaux. Et en même temps, on s'est aperçu que quand l'enquête a été ouverte, les journalistes ont appelé le rectorat, silence radio. Et alors qu'en 2012, quand l'enquête a été faite, il y avait quand même eu 3 suicides dans l'établissement. Donc voilà, plus on monte dans la hiérarchie, on s'aperçoit qu'il y a des intérêts financiers, pécuniaires, des réseaux, plus ou moins des pistons, etc. Donc voilà, c'est de plus en plus politisé et c'est un vrai problème parce que quand on a des familles qui viennent nous voir, qui nous disent voilà, je connais telle personne qui est victime de harcèlement, qu'est-ce que je fais? La justice, c'est une solution, mais ça ne marche pas à tous les coups. Ensuite, écrire aux institutions, aux inspections, rectorats d'académie, c'est pareil. Alors, on encourage à rencontrer les directeurs, les enseignants, etc. Souvent, ça ne mène pas à grand-chose parce qu'il y a une surdité, un aveuglement, parfois volontaire aussi, un déni, où on dit que c'est la faute de la victime, qu'elle a provoqué ça. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'après, on finit par faire scandale dans la presse, par essayer d'utiliser tous les moyens. Et il y a des jeunes qui veulent faire justice eux-mêmes. Et ce n'est pas une solution, parce que faire justice soi-même, même si, d'un point de vue moral, on peut comprendre certaines choses, ça peut faire empirer les choses, parce que faire justice soi-même, on va devenir plus coupable que le harceleur au final. Et je sais qu'une fois, j'ai voulu faire justice moi-même en me rebellant contre mon harceleur. J'ai fini à l'infirmerie. Mais voilà. Donc, juste pour expliquer comment je m'en suis sorti, au final, quand j'ai parlé à mes parents du harcèlement, c'était au bout de 3 ans et demi. Donc, pendant 3 ans et demi, j'ai encaissé sans cesse, en me renfermant dans mon monde. Alors, j'étais pianiste, j'étais un grand fan d'Harry Potter, donc je m'enfermais dans cet univers-là. J'avais ma famille aussi qui était là. Donc, voilà, j'avais ma bulle. Et puis, un jour, j'ai eu des menaces de mes harceleurs. C'était 2 grands frères jumeaux qui m'ont dit Boubi, on va te faire la peau à la sortie. Et donc là, j'ai tiré la sonnette d'alarme et je voulais pas en parler à mes parents à midi, mais ils se sont aperçus que ça n'allait pas. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont fait cracher le morceau.
Et là, je leur ai dit, voilà, j'en ai marre du collège. Alors, je devais déménager quelques mois après parce que j'étais en Normandie pour arriver en Dordogne. Et du coup, j'avais hâte d'en finir. Et mon père m'a dit, écoute, tu vas à l'école quand même si c'est dur, t'en fais pas, d'ici demain, ce sera arrivé. Mais là, je suis retourné à l'école un peu inquiet parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'il va faire? Et le soir, je suis rentré chez moi, la peur au ventre. Donc, j'avais toujours cette phobie scolaire, ce nœud à l'estomac. Et là, j'étais suivi par les meilleurs harceleurs, un peu comme dans un polar. Hein, c'était vraiment une poursuite comme ça. Et dans un angle de rue, ils ont essayé de m'agresser. Et là, mon père est intervenu et il les a chopés comme ça pour les ramener jusque devant la directrice, une sœur. Et là, il leur a dit voilà, il leur a expliqué la situation. Il leur a dit si jamais vous faites rien, moi j'écris en relieu, ça va être vite réglé. Donc, du coup, du jour au lendemain, plus personne ne m'adressait la parole. J'étais encore plus seul au monde. Mais comme j'avais l'habitude de la solitude, quelque part, la solitude pour moi, c'était une meilleure chose. Comme on dit, il vaut mieux vivre seul que mal accompagné. Là, c'était vraiment le cas. Et jusqu'à la fin, donc c'était au mois de février 2005. Donc, les 3-4 derniers mois, je les ai passés un peu plus sereinement, un peu toujours sur mes gardes, mais avec l'envie de passer à autre chose, quoi. Et alors, puisque tu avais la chance d'avoir une famille à l'écoute, pourquoi avoir attendu 3 ans avant d'oser leur en parler, comme tu dis? Alors, c'est une question qu'on me pose souvent parce qu'en fait, il y a plusieurs choses que C'est tout le la monde. peur, c'est la honte, Alors, il y a euh, cette fameuse omerta, hein, ton livre il s'appelle La loi du silence. Dans le exactement. public, il y a Yves Landau qui nous dit que l'omerta est un vrai trauma. Donc il y a non seulement le Ouais, silence du moment, mais il y a aussi tout ce que ça laisse comme bien sûr. séquelle après. Donc quelque part, pourquoi t'être infligé un silence aussi long? Alors, la génération de mon père, de mes parents, etc., c'était plutôt le cliché suivant, c'est un garçon, ça pleure pas. Ça doit se défendre. C'est ce qui est arrivé aussi à Jonathan, hein, Destin. Il racontait dans son livre, Condamné à me tuer, que j'encourage tout le monde à lire d'ailleurs, où il dit, ben, dans la famille de mon père, c'était en gros, un garçon, ça ne doit pas pleurer. Quand il y a un problème, il doit se défendre, il doit répliquer au coup. C'est un peu comme Jean-Claude Van Damme, comme Rambo, quoi. Alors, quand on a ce genre de cliché-là, finalement, on se dit, si j'en parle, je suis une mauviette. Ça veut dire que finalement, je ne sais pas me défendre. Et moi, c'était mon cas. J'ai jamais appris à me battre. J'aimais pas déjà me battre à la base. J'ai pas été conçu avec le gène de la violence. Donc, du coup, j'étais trop gentil et les gens en profitaient. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que mon père était policier. C'est vrai que pour moi, ça m'arrangeait pas trop parce que je savais que si j'en parlais, tout de suite, il allait se ruer dans les brancards et que ça allait peut-être mal tourner. Et que j'allais répliquer, j'allais avoir le double de douleur de ce que j'avais déjà. Et je me suis dit, si jamais il arrive à l'école, tout le monde va se moquer de moi. Et puis, et c'était déjà ce qu'on faisait, tu sais pas te défendre, ton père, il va faire quoi? Il va nous mettre en prison, etc. Donc, à cette époque-là, j'ai préféré encaisser, même si c'était dur, et puis me renfermer dans ma bulle, plutôt que d'en parler, parce que je savais que ce serait pire. Et enfin, j'imaginais que ce serait pire. Euh, et du coup, d'autres victimes, c'était le contraire. Parce qu'elles avaient peur d'en parler, elles avaient peur que les parents ne les croient pas. Et c'est malheureusement assez fréquent, ce genre de cas, puisque on a eu des témoignages qui nous ont dit, voilà, moi j'en ai parlé à mes parents, mais ils croient que je fabule, que je raconte n'importe quoi, que je veux exister, que je fais ma victime, le processus de victimisation. Dès qu'il y a un petit bobo, tout de suite on en parle, alors que c'est bénin. Donc, voilà, toutes ces choses-là font qu'il y a un souci, quoi. Et c'est vrai que la prévention, elle est nécessaire. Elle a beaucoup évolué depuis 4 ans, hein, depuis les premières campagnes de prévention. Mais encore une fois, ces campagnes-là, malheureusement, elles ont commencé très tard, puisque, pour citer un exemple, en Norvège, ça a commencé en 1983. Vers l'Angleterre, c'était en 1994. Au Québec, en Canada, c'était en 2002. Et nous, on s'est aperçu que 30 ans après la Norvège, il a fallu malheureusement le suicide de Pauline pour faire vraiment une campagne nationale. Et depuis, on a fait presque chaque année des campagnes. Donc, il y a eu Châtel en 2012, ensuite il y a eu Vincent Pays en 2013, il y a eu Naja Vallaud-Belkacem en 2015. Le problème, c'est qu'en 2015, s'il n'y avait pas eu Nora Fraisse, sa pétition sur le harcèlement,
et vraiment le combat pour obtenir un numéro vert, qui est encore discutable parce que le numéro de vert, le 30-20, qui est valable en fait du lundi au vendredi de 9h à 18h pendant le temps scolaire, mais pas pendant les vacances, ni les jours fériés, ni même la nuit. Du coup, on s'aperçoit que les jeunes n'ont quasiment pas de chance en fait de nous appeler, enfin d'appeler le 30-20. Il va être très rapidement bondé. Du coup, là, par exemple, pendant l'ascension, on a failli connaître quelqu'un qui s'est suicidé. On a réussi, enfin les associations ont réussi à la sauver de justesse le jeudi d'ascension, parce que voilà, le 30-20, il n'existait pas à ce moment-là. Donc nous, on est là, on rempart à côté. Alors si tu me permets, je vais juste citer les associations, les militants quand même, pour les remercier. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a l'association Les Parents, donc Willy Pierre, Magali Vialet. Il y a ensuite, évidemment, Nora Fraisse, l'association Marion La Main Tendue, l'association Tous Ensemble avec Jonathan, donc Jonathan Destin et sa mère Marie-Pierre Destin, qui fait des conférences aussi. La CVS, l'association contre les violences scolaires, Olivier, Géraldine, Florian Laurando, que je salue, qui font un travail remarquable aussi sur Angers et les alentours, avec toutes les petites mains à côté. Génération Solidaire, Noémie Agrohan, Maëlle Decorte, et d'autres aussi. Et puis, évidemment, Véronique Mécène, qui fait partie de l'association Tatiana et les droits de l'enfant, qui est présidente de l'association. Et puis, j'ai une pensée aussi pour des parents de victimes, par exemple Myriam André, qui a perdu son fils Adrien en octobre dernier, qui m'a contacté parce qu'elle ne savait plus quoi faire au niveau de la justice. Ce qui s'est passé, c'est que son fils était en école d'ingénieur, donc pas collège, lycée, c'est à 20 ans, il était en école d'ingénieur. C'était un élève très brillant, mention très bien au bac, passionné de tout, enfin bref, j'allais dire le genre idéal, on va dire. Et à 20 ans, il se suicide parce qu'il est martyrisé par ses collègues en école d'ingénieur, par jalousie entre autres. On s'est acharné sur sa voiture, ça a été un désastre. Et là, au point de vue juridique, elle essaye de se battre avec son mari pour justement rendre justice. Et on s'aperçoit que dans les grandes écoles, il y a beaucoup de choses. Polytechnique, par exemple, il y a quelques mois, il y a eu des suicides à Polytechnique, en école d'ingénieur, sans parler des écoles de commerce où il y a des cas de harcèlement, ça peut être HEC, Sciences Po, etc. Ça existe vraiment partout, encore une fois. Et ça commence maintenant vers la fin de l'école maternelle, début de l'école primaire. On s'en aperçoit de plus en plus. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a créé un groupe sur Facebook qui s'appelle You Are Heroes. Donc, c'est un collectif, en fait. Donc, c'est YAH, lutte contre le harcèlement, YAH France, lutte contre le harcèlement. C'est un groupe où, justement, les personnes que j'ai citées, et il y en a plein d'autres, on est plus de 1000 sur le groupe. Il y a des parents, des proviseurs, des professeurs. On fait des sondages, on informe, on s'entraide, etc. C'est vraiment un collectif pour justement essayer de l'élargir le plus loin possible au niveau national, international. Et je voudrais aussi saluer d'ailleurs un proviseur qui se reconnaîtra, je pense, c'est Dominique Nguyen. Je n'ai pas eu l'occasion de le citer souvent dans les médias. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup parce que justement, c'est un proviseur dans l'Essonne, au lycée Jacques Prévert. Il y en a très peu comme lui en France. C'est un proviseur et en même temps un professeur de karaté. Et par le karaté, par les arts martiaux, il incite les jeunes à lutter contre le stress des examens et à refouler leurs angoisses. Et ça, c'est extraordinaire. Il est d'ailleurs passé sur BFM TV il y a quelques années pour vraiment montrer ça. Et c'est quelqu'un que j'admire parce qu'il fait partie des rares proviseurs en France vraiment impliqués dans la lutte contre le harcèlement et qui essaye justement d'apporter tout son soutien, même hors du temps scolaire, que ce soit au niveau de la réussite scolaire, au niveau de la solidarité à l'école, au niveau de beaucoup de choses. Il essaie d'apporter son énergie. Et voilà, et donc du coup, je tenais à lui rendre hommage parce que j'aimerais que les proviseurs de France et de Navarre s'inspirent aussi de cet homme-là, puisque il est quand même beaucoup apprécié par les parents, par les élèves notamment. Et bon, c'est vrai qu'il ne plaît pas à tout le monde, mais en même temps, aujourd'hui, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est comme ça. Donc voilà,
c'était le moyen aussi de remercier tous les militants. J'en ai peut-être oublié, j'en suis désolé, mais en tout cas, ils se reconnaîtront. Parce que Et sans eux justement, aussi. puisque tu remercies là, toutes les associations, les familles, tous ces gens que tu avais à cœur de citer, il y a une personne du public qui me dit que ce serait bien de rendre hommage aussi à tous les jeunes qui sont partis, qui ont été victimes de harcèlement et qui en sont morts. Et je crois que tu me disais que tu avais à cœur aussi de citer ces jeunes-là. Et peut-être tu peux rappeler aussi les statistiques, si tu les connais, du nombre de cas de suicide qui sont imputés au harcèlement par année. Alors, je Je fais sais que tu m'en encore avais mieux. parlé quand on a préparé l'émission ensemble, je ne les ai pas en tête. Absolument. Alors, ce que je vais faire déjà pour les statistiques, je reprends ce qu'il y a à la fin de mon livre, le harcèlement scolaire en quelques chiffres. Alors déjà, en France, 10% des jeunes, environ, c'est 10 à 12%, subissent le harcèlement à l'école. D'accord? Ça représente environ 1 300 000 jeunes, ce qui est Voilà, énorme. donc comme tu disais, hein, ça commence à la maternelle et ça va jusque Ça commence, dans oui, les maintenant, écoles c'est vraiment supérieures. le début de primaire. Ensuite, un enfant sur 5 subit le cyberharcèlement. Cyberharcèlement, que ce soit par portable, que ce soit par tablette, que ce soit par ordinateur, donc les applications. Je pense notamment à Periscope maintenant, qui est une application malheureusement connue pour de mauvaises choses à la base. Faut rappeler quand même que c'est un footballeur qui l'a fait connaître pour de mauvaises raisons, entre guillemets. Et du coup, c'est devenu très populaire. Et là, ce matin, j'ai appris qu'une jeune fille de 19 ans s'était suicidée en direct, en se filmant avec Periscope. Donc, il faut faire très attention à ce type de dérive parce que le problème, c'est qu'il n'y a plus de filet, il n'y a plus de barrière. Et du coup, il faut savoir quand même que les réseaux sociaux sont interdits au moins de 13 ans. C'est la loi américaine. Alors, voilà, pour continuer avec ça, 60% des harceleurs ont un casier judiciaire avant l'âge de 24 ans. 100% des harceleurs deviennent, du moins au début, des cyberharceleurs. 80% des harceleurs le deviennent sur le net. 12,5% des 6-18 ans ont déjà été victimes de persécutions en ligne. Ça, c'est un chiffre de l'UNICEF de 2014. Et un tiers des enfants de moins de 10 ans a un portable. Et pour ce qui est des victimes, alors, elles sont très nombreuses, mais bon, je pense à Pauline, à Alexandre Tranchant, à Noélanie, à Marion, évidemment, à Mathéo, bien entendu. Mathéo, parce que je ne l'ai pas dit au départ, mais l'association Les Parents a été créée en 2013 suite au suicide malheureusement de Mathéo, qui était un jeune garçon roux qui était victime de harcèlement et de cyberharcèlement et qui a mis fin à ses jours, donc le 8 février 2013. Et On parle d'un Robin aussi qui se serait suicidé Robin pour aussi, alors je suis désolé si j'oublie des noms, parce qu'il y en a tellement, mais en tout cas, à chaque fois que je peux essayer de rendre hommage, je le fais, parce que ça aurait pu être moi aussi qui y passe. Malheureusement, ça m'est arrivé d'y penser. Robin, ensuite il y a eu aussi Amy, c'était une Américaine qui est décédée suite comment dire, à une dispute. Elle a eu des coups. Alors ça, c'était en Amérique il y a quelques semaines, elle avait 15 ans. Je pense aussi à Juliette Lebas, qui s'est suicidée le 3 mars dernier. Il y a eu Madison. En Belgique, il y en a eu beaucoup, hein, évidemment, aussi, partout dans le monde. Donc voilà, toutes ces personnes-là qui, à la suite de coups, d'échanges violents ou de suicides, ont disparu. Je pense à eux ce soir parce que justement, ils aimeraient, je pense, qu'il y ait justice. Et surtout, j'ai inventé un slogan que maintenant je colporte un peu partout, c'est on ne va pas à l'école pour mourir, mais pour s'instruire, notamment pour ces raisons-là, parce que à la base, l'école, c'est un lieu de savoir, d'instruction, où le but, c'est de former des citoyens, des gens respectables, entre guillemets, qui ont un travail, qui entrent dans la vie. Et quand j'entends des chefs d'établissement, et ça remonte à pas très longtemps finalement, il y a 2 3 ans à peine, où on disait moi dans mon établissement il n'y a pas de harcèlement, ça n'existe pas. Ou alors, vous savez, ils vont apprendre la vie, hein, ce sont des enfants, faut bien qu'ils se divertissent, etc. Non, parce qu'au bout d'un moment, on commence et puis après, c'est la gangrène. Et ça peut commencer par des petits mots, hein, des petites moqueries, et puis après, ça devient dangereux. Et encore une fois, la loi du silence, elle est là. Plus on laisse passer, et plus les harceleurs en profiteront. Voilà.
Donc, le message à faire passer, c'est que justement, il faut parler, il faut briser le silence. Le collectif est là, parce que le collectif, justement, réunit beaucoup d'associations en France. Et le but est de créer cette synergie, justement, qui nous unit. Et ça, c'est une grande fierté que j'ai personnellement, c'est que depuis que j'ai débuté, je me suis rendu compte que déjà, je n'étais pas seul à vouloir me battre. Et ça, en soi, c'était une bonne nouvelle, parce que quand on est victime de harcèlement, on pense qu'on est tout seul, seul contre tous, seul au monde. C'est ce qu'a pensé, par exemple, Noémie Agrouan, hein, quand elle en parlait dans son livre, ou Jonathan. Donc voilà, pour faire court, je remercie tous les militants par rapport à ce combat-là, parce que je pense que mes débuts dans l'écriture ont été aussi vraiment liés à ça. Et moi, ce qui m'a vraiment donné envie de faire cette émission avec toi, c'est que, alors, autour de cette histoire de harcèlement scolaire, on ressent beaucoup d'impuissance. L'impuissance des victimes, l'impuissance des parents, l'impuissance des enseignants, l'impuissance de l'institution qui peut être masquée quelquefois par un déni. Ou un refus de voir, comme tu disais. Il faut pas oublier non plus que pour un proviseur, son établissement, c'est un peu sa vitrine, que chaque établissement, en tout cas dans le secondaire, il dépend de la région, et donc, comme tu disais, c'est aussi politisé. Donc, ni le proviseur, ni les représentants régionaux n'ont intérêt à faire parler du lycée en mal, et ça peut expliquer pourquoi, quelquefois, ils ont tendance à vouloir étouffer les problèmes plutôt que les prendre de face, parce que forcément, c'est un petit peu une verrue sur un établissement de savoir qu'il y a du harcèlement scolaire, c'est pas bon pour la réputation de l'établissement. Non, absolument. Le problème, voilà, par exemple, le lycée Henri IV à Paris, des établissements comme ça réputés, ça dérange. Moi-même, dans mon département, c'est pareil. Pour aller dans certains établissements, c'est compliqué. Et encore une fois, ça vont vouloir des chefs d'établissement. Donc, encore une fois, je le rappelle, que vous soyez parents, même grands-parents, que vous connaissez quelqu'un dans une école, CPE, infirmière, assistant d'éducation, proviseur, prof, n'hésitez pas, si jamais vous souhaitez que quelqu'un intervienne dans une école pour faire de la prévention. On peut aussi passer par les gendarmes pour justement faire de la prévention sur la cybersécurité, sur ce genre de choses. La police aussi. Je me souviens qu'on a eu plusieurs interventions de la PJJ, la protection judiciaire des jeunes, je crois, ça s'appelait à l'époque. Ils faisaient des interventions régulières dans l'établissement qui expliquaient aux jeunes ce qu'ils risquaient quand ils pratiquaient ce genre de choses, quelles étaient les sanctions pénales. Et ils ont souvent des brigades qui sont formées spécifiquement à l'intervention auprès des jeunes, et ils se déplacent et ils font vraiment une information auprès des jeunes. Je voudrais juste, si tu me permets, de faire un rappel quand même de la loi qui existe, parce que les associations se sont beaucoup battues depuis l'apparition de Facebook, en fait, 2004. Pendant 10 ans, il y a eu un vide juridique. Et ça a été vraiment monstrueux, parce que le premier cas de happy slapping, le happy slapping, c'est quand on filme ou on prend en photo une agression pour la partager sur les réseaux sociaux, sur Internet. Le premier cas a commencé en 2006. Et la première fois qu'il y a une loi qui sort, c'est en 2014, donc la loi du 4 août 2014, qui introduit dans le code pénal un article. Alors les gens pourront le retrouver sur le collectif Your Rose ou sur Internet. En fait, c'est une loi qui est pour l'égalité homme-femme à la base, mais il y a beaucoup de choses dedans. Elle est assez longue, assez complexe aussi, donc je résume dans les grandes lignes. Déjà, elle redéfinit aussi la notion de harcèlement, comme je le définissais au départ. Donc, le fait de harceler une personne par des propos, des comportements répétés, dans le but de dégrader des conditions de vie et de travail de cette ou ces personnes. C'est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Dans le cas où ça entraîne une ITT, donc interruption temporaire du travail, inférieure ou égale à 8 jours. Et donc, si c'est plus de 8 jours, c'est 30 000 € d'amende, sachant que c'est valable aussi donc pour 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende pour les mineurs de moins de 15 ans, sur les personnes vulnérables, les personnes en situation de handicap, etc. Et que si parmi ces critères, il y en a 2 au moins qui sont concernés, donc par exemple, incapacité égale à 8 jours plus mineur de moins de 15 ans, c'est 45 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Donc c'est pour ça que la loi est assez technique et assez complexe, parce qu'il faut vraiment bien retrouver les critères auxquels on appartient à ce moment-là. Et la loi va plus loin, puisqu'elle concerne aussi
le harcèlement moral dans l'entreprise, dans le couple, et puis la violence psychologique est aussi un délit qui est réprimé dans le code pénal, à l'article 222, indice 14, indice 3, jusqu'à indice 7. Voilà. Donc, juste un rappel de la loi que les gens pourront retrouver si jamais ils ne la trouvent pas, ils pourront nous demander, mais pour dire qu'il existe maintenant quelque chose pour réprimer ça. Encore une fois, il faut l'appliquer. Est-ce que c'est le cas en espèces? J'en suis pas sûr, parce que dans les médias, on n'en entend quasiment jamais parler. Mais encore une fois, on se bat pour que justice soit faite. On a des dossiers. Alors, j'ai oublié de citer tout à l'heure parmi les militants, il y a aussi Gwenaël Cornec, qui a eu sa fille qui a été violée. Donc là, des cas gravissimes. Mais voilà, on parlait beaucoup de harcèlement sexuel là, en ce moment. Il y a aussi les viols, les attouchements sexuels. Oui, Voilà. il y a une jeune fille là qui en parle côté public, qui dit qu'on l'a traitée de balance au primaire et qu'au collège, elle a commencé à subir du harcèlement sexuel, donc des insultes Oui. et des attouchements aussi. Et qu'on l'a aussi encerclée pendant plusieurs jours. D'accord. Donc, du coup, voilà. Alors, justement, ce qu'on disait avec Willy Pierre, parmi les préventions qu'on a fait dans les écoles, bon, déjà, j'ai eu l'opportunité de rencontrer environ 1400 jeunes depuis le 7 janvier. C'est la date à laquelle j'ai commencé mes interventions. Ça a été dans des collèges, j'ai fait collège privé, collège public, lycée professionnel métier du bâtiment, donc très particulier. J'ai fait centre culturel. Et ensuite, la plus grosse expérience que j'ai eue, c'était avec Willy Pierre. On est allé à Ferney-Voltaire, dans l'Ain, à la cité scolaire internationale. On a fait la partie collège. Ça a été une expérience magnifique parce qu'on a rencontré 900 élèves sur une semaine. Ça représentait quand même 23 classes sur 34 interventions. Et justement, ça a été un moyen aussi de pouvoir mettre certaines choses à plat, de pouvoir discuter avec eux, parce que justement, le phénomène du harcèlement sexuel, ça touche malheureusement pas mal de femmes, mais aussi des hommes, il faut le savoir. Et puis, voilà, ça fait partie de toutes ces choses-là. Et le rôle du témoin est très important. Justement, Willy Pierre disait qu'il fallait s'entourer. Il est là d'ailleurs, hein, je suis en train de voir qu'il a posté des commentaires. Voilà. Je le salue. Et donc, s'entourer. Et un témoin, c'est pas une balance, c'est un héros, parce que moi, j'ai pu sauver des jeunes grâce à ça, en parlant. Alors évidemment, j'avais le retour, hein, j'en ai subi les conséquences, mais si c'était à refaire, je le referais, parce que dénoncer la violence, c'est quelque part un acte héroïque. Parce qu'on sait qu'on peut subir des violences en retour, mais quelque part, si cette personne-là est dépressive, par exemple, si la victime est dans un état difficile, le soir en rentrant, elle peut aller au drame. Et donc, du coup, l'impression de culpabilité, et on a eu, par exemple, moi, ça m'est arrivé dans le premier collège que j'ai fait, où justement une prof, donc 30 ans après, donc ça s'est passé dans les années 80, elle était au lycée, et ce qui s'est passé, c'est qu'elle n'a pas dénoncé donc, des violences sur une victime, et elle me dit 30 ans après, je me sens encore coupable. Donc quelque part, le témoin silencieux. Alors il y a celui qui n'ose pas, il y a celui aussi qui fait comme si de rien n'était. Ça peut être de la non-assistance à personne en danger aussi. Imaginons que dans la rue, par exemple, quelqu'un se fasse agresser, on passe devant comme si de rien n'était, c'est passible de prison et d'amende. Non-assistance à personne en danger, c'est très grave parce qu'on sait qu'il se passe quelque chose, mais on ne fait rien. On n'appelle même pas la police, on ne prévient personne. Et ça, c'est limite criminel, c'est limite complice. Donc, c'est une situation très, très délicate. Et le pire, c'est quand on utilise les réseaux sociaux pour banaliser cette violence. Pardon. Et donc, du coup, l'utilisation de Facebook, de Periscope, de Twitter, d'Instagram, de tous ces outils-là, aujourd'hui, dès lors qu'ils sont mal utilisés, qu'ils sont utilisés pour faire des bêtises aussi, il y a beaucoup de bêtises, beaucoup de choses immondes, voilà, ça peut aller très loin et on s'aperçoit que les jeunes sont accros à ces outils-là et que de plus en plus jeunes, par exemple, j'ai rencontré un jeune à 7 ans, il avait un iPhone 4 avec 4 réseaux sociaux. Donc du coup, on s'aperçoit que ces jeunes-là, qui ont l'âge voilà,
de connaître une enfance, on va dire, classique, sont autant dans l'accessibilité de ces outils-là que des adultes comme nous, et donc sont autant exposés aux violences, à toutes les choses néfastes, sans filtre, parce qu'en général, c'est avec l'accord des parents, souvent, malheureusement. Donc je le dis aux parents aussi, faites attention, parce que si vous n'êtes pas vigilant, c'est quand les parents ont de tourner que les jeunes font plus de bêtises. Hein. Et même avec l'accord parental, on sait qu'avec Facebook, on peut tricher sur son âge, on peut tout faire. Et sur Facebook, pour y être assez régulièrement, il n'y a pas que des choses intelligentes, hein, sinon ça se saurait. Donc du coup, voilà, c'est aussi un rappel pour dire que nous, on est là pour utiliser Facebook, les réseaux sociaux de manière professionnelle, pour essayer parfois de sauver des vies quand c'est nécessaire, d'informer, de promouvoir certaines œuvres, certaines choses, mais ensuite, voilà, on essaie de l'utiliser intelligemment et de contrer toutes les violences, tous les cas de cyberharcèlement. Voilà. Alors moi, je voudrais juste réagir par rapport à ce que tu as dit sur ce courage des victimes qui osent témoigner. Alors effectivement, elles sont courageuses parce que souvent elles se battent contre des anonymes, comme tu le disais, sur les réseaux sociaux. En fait, c'est une espèce de masse anonyme qui s'attaque à une personne. Quelquefois, on ne sait même pas qui est derrière le pseudo. Et même quand c'est de façon physique, la victime souvent est seule contre un groupe. Donc, il faut quand même vachement de cran. Déjà qu'on est mal, qu'on est en position d'être intimidé, menacé, etc. D'oser en plus affronter tout un groupe, sachant qu'on n'aura peut-être même pas l'écoute des personnes qui représentent l'autorité légale. Mais en même temps, comme tu le disais, même si c'est difficile et que ça demande un courage fou, c'est vraiment la démarche qui est incontournable, qui est importante, parce que, comme tu l'as rappelé, il y a une loi, mais tant qu'on n'a pas de preuves, on peut pas faire appliquer la loi. Donc c'est comme les femmes battues, c'est comme d'autres problèmes de harcèlement d'autres formes. En fait, tant qu'on n'a pas les moyens de prouver qu'il y a bien eu violence et qui est l'acteur de cette violence et contre qui ça s'exerce et à quel moment, en fait, la justice, elle est un peu menottée. Et je peux répondre ça aussi à la personne tout à l'heure qui demandait comment les profs peuvent rester sans rien faire. Quelquefois, les profs savent que quelqu'un est menacé ou est victime de violence et voient bien que l'enfant a des bleus, a des signes de maltraitance, mais on ne sait pas. L'enfant, il ne peut pas parler, il n'ose pas parler, et quelquefois, on n'arrive pas à savoir d'où vient le problème. Donc, dans ce cas-là, comment on peut faire justice? Comment on peut faire appliquer la loi? Pour rebondir là-dessus, déjà, appliquer la loi, encore une fois, comme tu le disais, il faut des preuves. Et puis ensuite, il faut qu'il y ait une justice aussi, parce que parfois la justice peut être aussi aveuglée que les institutions, et malheureusement, c'est ce qui arrive souvent. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que par rapport aux enseignants, on s'aperçoit, et c'était justement le but de la pétition de Nora Fraisse, qui a, et ça je remercie de tout cœur, parce que c'est grâce à elle, si on a chaque année la journée nationale contre le harcèlement scolaire, on s'est tous battus avec elle pour que justement au moins une journée existe, même si on sait très bien qu'une journée ne va pas résoudre le problème, mais symboliquement ça peut amener à plus de prévention et à plus de prise de conscience. Mais encore une fois, il faut que les enseignants soient mieux formés, qu'ils sachent vraiment ce qui les attend, sachant que les jeunes d'hier ne sont plus les jeunes d'aujourd'hui, que la maturité commence très tôt, qu'un jeune enseignant qui arrive et qui veut être sympa avec les élèves va très vite se faire démolir, disons-le, parce que j'ai vu des jeunes filles pleurer quasiment parce qu'elles n'arrivaient plus à assurer leur autorité. Et moi, je suis arrivé là récemment dans le centre socio-culturel pour ma deuxième intervention. J'ai eu des jeunes qui avaient entre 12 et 16 ans, pour la plupart assez en retard, voire très en retard. Par exemple, 16 ans en quatrième. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai été assez sévère dès le début. Ils étaient que 10, mais ils étaient presque pire qu'une classe entière de 30. Et je leur ai fait la morale toute la journée, je ne les ai pas lâchés. Et au bout du compte, 2 jours après, la directrice du centre m'envoie un mot d'excuse comme quoi les jeunes regrettent leur comportement et s'excusent d'avoir perturbé mon intervention parce que je venais pour eux, hein, je faisais le déplacement exprès, donc c'était pas juste pour la beauté du geste. Donc, quelque part, voilà, je regrette pas, même si parfois on me prend pour un réactionnaire, pour un facho, pour même un nazi. J'ai déjà eu le terme nazi, ça c'était dans ma première conférence. Donc quoi,
Je dérange depuis un certain nombre d'années maintenant, mais encore une fois, ça prouve que il y a beaucoup de travail encore sur le terrain à faire. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut remettre en question tout, absolument tout. Ce qu'on fait dans le groupe sur Facebook, justement, il y aura une chose, c'est remettre en question, par exemple, l'uniforme à l'école. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait remettre l'uniforme à l'école? Les gens, par les sondages, répondent ce qu'ils veulent, on débat dans le respect. Voilà. Et par exemple, c'est pareil, est-ce que les retenues sont encore valables? Personnellement, je pense que les retenues, elles ne servent plus à rien parce que déjà dans le passé, quand j'ai connu mes harceleurs qui étaient en retenue, ils ne faisaient jamais, enfin, ils étaient plutôt multirécidivistes. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on remet en jeu. Mais encore une fois, en ce qui concerne les enseignants, ils ont besoin d'aide. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui savent ce qui se passe et qui ne font rien. Encore une fois, j'ai expliqué tout à l'heure, il y a beaucoup parfois d'intérêt, puis il y en a qui ne veulent pas s'en occuper tout simplement. Mais ceux qui veulent s'en occuper, il y a aussi un manque d'accompagnement, de soutien aussi, parce que la hiérarchie a tendance à descendre. Et ça, je l'ai mis dans mon nouveau livre, parce que justement, c'est des témoignages que j'ai reçus. Et je voulais rendre hommage aux enseignants pour une fois, parce que le harcèlement scolaire n'est pas qu'entre élèves, il est aussi entre professeurs et élèves. Que ce soit des professeurs qui, par exemple, tentent d'humilier un élève, le prennent comme bouc émissaire et tout le monde va s'acharner sur lui, comme ou sur elle, ou comme le contraire, des élèves qui vont essayer de faire déprimer un prof. Moi, j'ai vu des jeunes se gargariser d'avoir fait partir en congé maladie un prof parce qu'il n'aimait pas. Comme ça leur permettait d'avoir des heures de cours en moins. Donc, voilà, le harcèlement scolaire, c'est très large. Et pour les enseignants, ce qui est encore pire, c'est qu'il y a aussi du harcèlement au travail, entre collègues ou vis-à-vis de la hiérarchie. Donc là, c'est un double problème parce que justement, cette amie en question, à qui je pense ce soir aussi, parce que elle ne fait pas un métier facile non plus, voilà, elle était jeune enseignante, elle avait déjà les élèves. Elle m'a cité le cas d'une classe de 5e qui avait un casier judiciaire pour racket et agression à 12 ans, la moitié de la classe. Et en plus, elle n'était pas soutenue par sa hiérarchie parce qu'elle était nouvelle. Certains avaient 30 ans de métier et donc il y avait une sorte de bizutage. Voilà. Donc les bizutages, c'est pas seulement à l'entrée des universités où on essaye de tester les nouveaux ou dans le sport, c'est aussi parfois dans l'enseignement. Donc voilà, c'est très large comme phénomène. Ça existe depuis, je veux dire, la nuit des temps, si je puis dire. D'ailleurs, je voudrais citer un très bon livre qui parle de ce sujet-là, qu'on m'a offert, qui s'appelle L'école de la violence, de Michel de Saint-Pierre. J'en ai déjà parlé à mes lecteurs il y a quelques temps, parce que ça parle des années 50-60, déjà, le phénomène du bizutage et du harcèlement. Et c'était une époque où déjà, un enfant, ça ne se plaignait pas. Il rentrait à la maison, il y avait un problème à l'école, il y avait une punition, il se prenait le double à la maison. Et moi, c'est comme ça que j'étais éduqué. Donc, c'est pour ça que je n'étais pas en phase avec les jeunes de mon âge, parce que, voilà. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que par la suite, on a découvert vraiment la notion de harcèlement dans les années 70. Ce sont des sociologues allemands qui ont étudié le sujet. Et le mot harcèlement scolaire existe depuis 1990, donc ma naissance. Donc, c'est un phénomène, on va dire, assez récent quand on l'étudie, mais qui est très ancien dans les faits. Voilà. Oui, c'est ça. Je pense que ça existait depuis bien avant et même depuis bien avant les réseaux sociaux. Sauf que c'était peut-être pas avec cette ampleur et on en entendait aussi beaucoup moins parler. Mais quand on a préparé l'émission tous les deux, bon, on n'est pas de la même génération, toi et moi, et on avait connu ça tous les deux à l'école et sûrement mes parents et mes grands-parents aussi. Je pense qu'effectivement, c'est très vieux, hein, cette histoire. Et le truc, c'est que c'est pas parce que ça a toujours existé que ça doit continuer. Non, ça, bien sûr que non. Voilà. Mais ce que j'avais envie de te proposer, puisque tu en étais à citer des livres, c'était de lire l'extrait du tien que tu avais envie de nous faire partager ce soir, puisque justement c'est un extrait qui est assez emblématique de la surdité de certaines autorités par rapport aux enseignants. Et puis c'est vrai que pour l'instant on a beaucoup parlé de ton passé, de victime de harcèlement, de ton engagement auprès des victimes du harcèlement, et c'est génial, mais il faut pas oublier que en plus de toute cette implication, tu es aussi un auteur, tu n'as que 25 ans, mais tu es déjà l'auteur de 6 livres, dont plusieurs évidemment ont le harcèlement au cœur de
de leur intrigue. Et j'avais envie, si tu veux bien, avant de reprendre la suite des questions, qu'on leur lise ce petit extrait parce que je trouve qu'il donne une bonne illustration de tout ce dont on est en train de parler là. Alors peut-être qu'avant de recadrer donc la loi du silence, peut-être que je vais présenter déjà les premiers livres, sachant que évidemment c'est une suite. D'accord, Donc, mais alors fais-le brièvement parce qu'on est déjà à 1 heure d'émission. Donc si tu veux avoir le temps encore après de répondre aux gens. Donc déjà, bon, le premier livre, Sentiment partagé, hein, donc je l'ai sorti en 2011, et c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Jérôme, qui a 13 ans, qui est victime de harcèlement moral et physique par ses camarades à l'école, au collège. Et l'histoire se passe entre le début de la 4e et le brevet des collèges. À la suite d'un accident de voiture, il perd sa petite sœur, donc il a 10 ans au moment des faits, et durant l'accident, le chauffard prend la fuite. Et donc, il va ressentir déjà une culpabilité par rapport à la mort de sa sœur, une colère par rapport à la fuite du chauffard, et ensuite, il va rentrer à l'école et essayer de s'intégrer, mais ça va être très dur parce qu'il est marqué physiquement. Donc, on l'appelle Frankenstein. Et en même temps, il va essayer de séduire la plus belle fille du collège. Le problème, c'est que c'est l'ex-petite amie de son pire ennemi, Jonathan Perrault. Donc, ça va créer des jalousies et sentiments partagés. Justement, ça évoque le fait de savoir si deux personnes diamétralement opposées peuvent sortir ensemble en sachant ce que ça implique. Et donc, ensuite, c'est un livre qui est tout public ou c'est réservé à des adultes? Est-ce que ça peut être lu par des collégiens, par exemple? Bien sûr, c'est tout public. Hein. Franchement, moi, j'ai tous les publics. Et donc, du coup, ensuite, j'ai Scrupule. Alors, Scrupule, ça se passe au lycée cette fois. Donc, j'ai sorti en 2012. Là, Jérôme rentre au lycée. Il décide de mener une enquête pour retrouver le chauffard qui a créé l'accident et à cause de qui il est martyrisé aussi indirectement par ses camarades. Et il s'aperçoit que plus il remonte vers l'identité du chauffard, plus le chauffeur va revenir à lui indirectement. Donc, ça va créer des courses-poursuites, des appels anonymes. Il va y avoir aussi une remontée dans ses racines familiales. Il va s'apercevoir que ce qui se passe à l'école n'est pas vraiment étranger à ce qui se passe dans sa vie. Et du coup, au niveau du harcèlement au lycée, il y a le cyberharcèlement, les réseaux sociaux. Je parle aussi du suicide, des raquettes, de la notion d'anorexie, de boulimie aussi, parce qu'on n'en parle pas assez, du bizutage dans le sport, parce que je l'ai vécu aussi. Et à la fin du livre, il y avait déjà l'actualisation des numéros verts et des sites internet de l'époque. Et donc, c'est un livre assez sombre, hein, assez coup de poing aussi. Et donc, le troisième tome, c'était Renaissance. Donc, je l'ai sorti en 2013. Alors là, il y a une grande note d'autobiographie, hein, puisque ça représente une bonne partie du livre. Comme ça se passe à l'université, j'étais étudiant en droit quand je l'ai écrit. Et justement, c'est un thriller psychologique à la fois. Donc là, c'est aussi le harcèlement scolaire, mais plus du côté du combat. Là, il n'y a pas d'acte physique ni moral. C'est plutôt un combat militant contre le harcèlement à travers un thriller psychologique entre Jérôme et le chauffard et tout ce que ça implique autour. Ensuite, en 2014, j'ai sorti Une famille en danger, qui est un récit de vie. C'est une dame qui a souhaité que je sois sa plume. Malheureusement, elle nous a quittés l'an dernier, donc je lui rends hommage aussi ce soir. Elisabeth Acamante, puisque c'était une dame qui cherchait un jeune, comme elle m'a dit, pour retransmettre son histoire. Elle a vécu entre les années 30 et les années 50, un périple assez incroyable, de la Hollande jusqu'à la Dordogne. Et justement, à l'époque, déjà, elle subissait aussi un petit peu le harcèlement à l'école, mais sous différentes formes. Elle était rejetée par ses enseignants, par ses élèves parce qu'elle était étrangère, donc il y avait déjà une forme de xénophobie, de racisme. Son histoire m'a beaucoup touché parce que j'ai ressenti quelque part certaines choses par rapport à ma vie personnelle. Et puis, voilà, c'est un livre illustré, c'est un témoignage, quoi. Et ensuite, en 2015, alors je précise, mes 4 premiers livres étaient à compte d'auteur. Hein, c'était mes parents qui m'ont édité parce que je ne trouvais pas d'éditeur. Donc c'est aussi pour montrer aux jeunes que voilà, le parcours de l'édition est très compliqué, qu'il faut se battre, qu'il faut être patient, encore une fois. Et ce livre-là en est la preuve, puisque, souviens-toi, je l'ai sorti en 2015 avec mon éditeur Sud-Arène Édition.
que je salue au passage. Alors, mon premier éditeur, c'est l'association Les Précieuses Écritures, par mes parents. Aujourd'hui, c'est Sud Arène Édition, qui est un éditeur du Var, à Hyères. Donc, je salue David et Stéphane, mes éditeurs. Et ils ont été les 106e éditeurs que je ne cherchais pas. Alors, je m'explique parce que, en fait, j'ai envoyé mon manuscrit à 105 maisons d'édition par mail. Je voulais faire comme J.K. Rowling parce que pour moi, c'est mon modèle, en fait. Et du coup, je me suis dit, si j'envoie à plein d'éditeurs, je vais forcément avoir une réponse, peut-être positive. Et en fait, je m'étais laissé quelques mois pour trouver un éditeur. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré Sudarène un peu par hasard sur Facebook. J'ai envoyé le manuscrit et au bout d'un moment, ça a payé. Et du coup, dans l'histoire, ce qui est assez ironique, c'est que justement, c'est l'histoire d'un libraire qui souhaite devenir écrivain et qui bataille pour trouver un éditeur aussi et qui va s'aider des femmes pour réussir. Donc, il va partir de sa petite librairie à Périgueux. Il va descendre à Sarlat et puis il va monter à Paris pour se faire connaître. Et enfin, le livre se finit à la Foire aux Livres de Brive. Donc, c'est un livre qui sort complètement de ce que je fais d'habitude. Mais bon, il a été primé au mois de décembre dernier à Fons, à côté de Figeac, dans le Lot. Donc, bon, ça, c'est une très belle récompense pour moi. Et je remercie aussi tous ceux qui m'ont encouragé aussi dans le milieu. Hein. Bon, mes parents, bien sûr, ma famille, et puis mes amis, mes proches, mes lecteurs. Et puis, voilà, là, je serai, par exemple, samedi à Balma, au Cultura, pour une dédicace toute la journée. Et puis, le samedi d'après, je serai à l'Escure, dans le Tarn. Et puis après, j'irai à Mazamet, le dimanche 22 mai. Donc, c'est un énorme salon du livre. Et souviens-toi, postule aussi pour le prix littéraire. Donc, voilà, c'est un salon que j'aime beaucoup. Et voilà, donc c'est une belle épopée. Et puis, je finis aujourd'hui avec La Loi du silence. Donc, un livre coup de poing, vraiment. Je l'ai écrit vraiment pour crier à l'injustice, on va dire. C'est vraiment, je vais être un peu vulgaire, je suis désolé, mais c'est un coup de gueule. Parce que ce livre-là, il me taraudait depuis des mois, l'année dernière. Et je me suis dit, à un moment, il va falloir que je le fasse. Et je l'ai ressorti. Le titre me paraissait naturel. Et en fait, c'est la réforme des collèges qui m'a incité à le faire, parce que c'est une réforme que je trouve aberrante, comme beaucoup de choses d'ailleurs aujourd'hui. Et ce qui se passe, c'est que c'est à la fois un cri d'alarme contre les institutions scolaires, mais aussi sur le monde de la littérature et sur la société. Parce que c'est un livre qui est très particulier. J'ai eu malheureusement, comment dire, la tristesse d'apprendre que j'avais perdu un de mes lecteurs au Bataclan l'année dernière pendant les attentats du 13 novembre. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand on reçoit justement ce genre de message, de savoir qu'on avait un lecteur mais qu'il a été tué à 21 ans par des terroristes, là, ça nous change un petit peu la façon de voir les choses, évidemment. Et je ne pouvais pas finir ce livre sans rendre hommage à cette personne qui s'appelait Timothy, et vers qui j'ai une pensée ce soir, ainsi qu'à toutes les victimes d'ailleurs, puisque c'est dans le livre, je rends hommage à toutes les victimes, que ce soit du harcèlement scolaire comme des attentats. Et donc, du coup, ce livre-là, j'ai voulu me plonger dans la peau d'un professeur de français, pour être précis, en 2020. Donc, c'est un petit peu un comeback par rapport à la trilogie initiale avec Jérôme Marchand, sauf que là, c'est un roman d'anticipation. Et justement, Jérôme arrive dans son ancien lycée, donc là où il a vécu le harcèlement, donc dans Scrupule, et il s'aperçoit que tout a changé, qu'il n'y a plus de papier, il n'y a plus de crayon, que les tableaux ont laissé place à des diapos. Voilà, c'est vraiment tout est numérisé, tout est informatisé. Et ça le choque parce que justement, il ne se reconnaît plus dans cette société. Et alors, ce n'est pas une autobiographie, même si évidemment il y a des aspects personnels aussi. Il y a une grande nostalgie, hein, évidemment. Mais en même temps, c'est un livre qui parle aussi des tabous de l'école. Hein, donc, je vais citer un passage justement sur le sujet. Et après, je vous dirai la suite. Alors, le soir même, je vais à la convocation du directeur dans son bureau, situé près de la sortie du lycée.
L'endroit est quasiment désert. Seuls quelques élèves retardataires sont encore là, en train de discuter entre eux. J'ai un peu le trac, mais je le masque. Je ne suis en poste que depuis un mois environ. Je dois être à la hauteur de ma profession. Arrivé devant le bureau du proviseur, je frappe à la porte. Une voix grave répond. Entrez. Entrez. Ah oui, tu le lis, c'est vrai. Entrez. J'ouvre la porte. Le bureau du proviseur est grand, spacieux et agréable. En plus de son bureau, le directeur possède une table ronde avec 5 chaises dont je suppose une utilisation fréquente pour les petites réunions. Alors, Jérôme, comment vous sentez-vous dans votre ancien lycée? Beaucoup de souvenirs reviennent à la surface, j'imagine. Oui, c'est vrai, mais ce lycée a bien changé depuis mon époque. Les choses sont si différentes. Ouais, mais c'est normal, mon cher. Vous savez, nous avons changé d'époque, de société, de régime, de ministère. Tout a changé, vous savez. Ah, détendez-vous. Vous savez, la cravate n'est plus trop de notre époque. Vous êtes le seul à en avoir une. Même moi, j'ai enlevé la mienne. Je sais, mais c'est ma façon d'être. Une cravate est toujours un signe particulier qui impose le respect et la discipline. Je suis avec mes élèves comme je suis dans la vie, quelqu'un qui a des principes et un devoir de transmission à des enfants. Vous, vous prenez trop au sérieux. Relâchez-vous un peu. Faut vivre avec son temps, mon cher. À la phrase que je déteste par-dessus tout, vivre avec son temps, en 2020, donne les résultats qui ont pour conséquence ma convocation dans ce bureau. Vous savez, j'ai quelques soucis avec les parents des élèves de votre classe. Ils refusent que leurs enfants fassent des dictées à l'école, surtout depuis qu'elles ont été supprimées par l'ancien ministère. Ils refusent, mais ils se plaindront que leurs enfants ne savent pas écrire un texte sans faute. Rappelez-vous, monsieur, quand nous étions à l'école, Oui, mais il faut vivre avec son temps, comme je vous disais, Jérôme. Plus de dictées, donc plus de problèmes avec ça. Pour ce qui est des ordinateurs, je vous invite à les remettre en place. pourquoi? Écoutez, le ministère nous a imposé le fonctionnement de ces appareils pour faire des économies de papier et de crayon. Et ceux qui n'en ont pas, ils font comment? Nous donnons une prime de 1 000 euros par élève qui ne pourrait pas se procurer ce genre de matériel. Ah, aujourd'hui, tout le monde a un ordinateur portable. Nouvelle technologie. Et les outils technologiques qui existent. Même les bébés apprennent à les utiliser. Alors vous savez, la prime, on la donne rarement. Et pour le harcèlement, il n'y a eu aucune évolution depuis? Des rumeurs parlent de certains élèves de ma classe de seconde qui se sont fait harceler par des élèves de première dans la cour, mais aussi sur le net. Et vous ne pensez pas qu'en supprimant purement et simplement ces outils, Vous n'y pensez pas, Jérôme. je ne réponds pas. La communication est délicate. Je sens que je vais devoir me conformer purement et simplement aux exigences du ministère. La guerre est ouverte, seul contre tous. J'espère que les consignes seront claires désormais. Je vais être mutée à la rentrée 2021 dans un lycée de Charente-Maritime. Donc s'il vous plaît, pas d'affolement. Et tout ira bien. Ben voilà l'excuse, la mutation. J'aurais dû m'en douter. Oui, c'est clair. Bonne soirée. Bonne soirée, Jérôme. Et enlevez la cravate, par pitié. On se croirait aux pompes funèbres. D'accord. Donc voilà, par rapport à cet extrait-là, donc j'ai choisi pour justement faire ressortir un petit peu les conversations off qui peuvent se produire dans les établissements. Alors bon, j'ai pas repris l'étape aussi où c'est entre parents et professeurs ou proviseurs, parce qu'il y aurait de quoi faire un autre livre aussi dessus. J'ai pas mal de témoignages assez éloquents d'ailleurs, où le proviseur a tendance à minimiser, quand c'est pas les parents, certaines fois, justement sur les cas de harcèlement. Et quand on confond justement les parents de la victime et du harceleur, on s'aperçoit souvent que les parents du harceleur, ça m'est arrivé de voir les parents dire ah mais mon fils ça va très bien à la maison, ça se trouve, qui vous dit que c'est pas votre fille ou votre fils qui a provoqué le mien, qui s'est passé ça, etc. Donc on s'aperçoit qu'il y a un dialogue de sourds à la base qu'il faut restaurer, ça prendra du temps, mais justement avec la prévention on mise beaucoup là-dessus, et puis avec l'application de la jurisprudence en la matière aussi, par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est un livre pas seulement sur l'école, loin de là. Il y a aussi mon personnage qui est devenu écrivain, donc il y a un côté un petit peu personnel aussi là-dessus. Et justement, il y a un chapitre consacré à une séance de dédicace dans un Cultura
Pour la petite anecdote, je l'ai écrit pendant une séance de dédicace, donc ça ne s'invente pas. Parce que, justement, j'ai été assez atterré de voir comment un écrivain peut se sentir seul durant une dédicace quand on a un flot de passants comme ça qui passent devant vous sans même vous dire bonjour, sans même vous regarder comme si vous étiez un meuble. Ça m'est arrivé tellement de fois que justement j'ai décidé de pousser un cri d'alarme là-dessus parce que, encore une fois, les écrivains, ça reste des êtres humains. Ils ne sont pas tous comme Marc Lévy, comme Guillaume Musso, etc. On n'est pas tous des auteurs mondialement célèbres ou nationalement célèbres. Et surtout, on n'a pas ce principe de faire le show quand on arrive où on a 200 personnes qui nous attendent. Ça, c'est le rêve de tous les auteurs. Moi, le premier, c'est vrai que je ne serais pas contre ça, mais c'est vrai que il m'est arrivé parfois de passer 2 heures avec un lecteur, même qui n'achète pas le livre. On n'est pas juste là pour acheter, hein, parce que sinon on ne change pas de métier, encore une fois. Mais c'est vrai que c'est sympathique de rencontrer des gens qui parlent d'eux, qui vous apprennent beaucoup aussi, qui s'intéressent à ce que vous faites. Et moi, j'ai fait des très belles rencontres dans des salons du livre, des gens qui sont devenus des amis, qui sont devenus aussi écrivains. Rencontrer des jeunes, c'est passionnant parce que souvent ils se demandent comment vous avez fait pour démarrer, qui vous édite, etc. Moi, quand j'ai l'occasion, je les ramène vers mon éditeur actuel, Sud-Arène, parce que je n'ai pas expliqué pourquoi Sud-Arène m'a choisi, ni pourquoi j'ai accepté. Mais bon, Sud-Arène déjà m'a fait confiance. Alors, moi, je leur ai fait confiance aussi parce que sur leur site, c'était marqué encourage la jeunesse, encourage les jeunes auteurs. Et trouver un éditeur aujourd'hui qui encourage la jeunesse, en sachant tous les problèmes que la jeunesse peut connaître aujourd'hui, que ce soit dans le domaine du travail, comme dans d'autres domaines artistiques, par exemple aussi. En littérature, on voit de plus en plus de jeunes démarrer. Et ça, c'est une fierté, vraiment, parce que je sais par expérience que certains jeunes, en essayant de les convaincre d'aller jusqu'au bout de leurs rêves, ont réussi à s'éditer. Quel que soit le type d'édition, ils ont réussi à aboutir à leur création. Et donc, du coup, ça, c'était vraiment une fierté parce que écrire un livre, c'est une chose, mais le faire connaître, c'en est une autre. Et déjà, il ne faut pas écrire pour écrire, ni pour l'argent. Il ne faut pas s'identifier aux livres politiques qu'on voit actuellement ou à des journalistes qui écrivent, etc. Ce sont des gens en général qui ont des réseaux, qui connaissent des gens dans des grandes maisons d'édition. Ça, c'est pas la réalité. C'est pas le parcours, on va dire, partir de rien pour arriver au sommet. Moi, j'ai commencé vraiment tout petit avec mes parents en association à compte d'auteur. Et du coup, quelqu'un comme Proust a fait la même chose aussi, hein, la recherche du temps perdu, c'est à compte d'auteur. Et du coup, voilà, on s'aperçoit que c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'auteurs aujourd'hui, on est plus de 100 000 en France. Donc, tout le monde veut raconter son histoire, la plupart du temps, mais il n'y a pas forcément de place pour tout le monde. Donc, encore une fois, voilà, les gens qui veulent écrire des livres, il y en a peut-être parmi les spectateurs qui nous suivent actuellement, prendre le temps, ne pas hésiter à poser des questions, à faire relire les textes, à essayer d'aller encore plus loin. Et moi-même, quand j'étais plus jeune, j'étais impulsif, je voulais vraiment publier rapidement, me faire connaître. Et je me suis rendu compte que voilà, faut prendre le temps, il ne faut pas aller trop vite. Et puis surtout, la maturité, c'est important. Et voilà, donc aujourd'hui, bon, je suis relativement fier de mon parcours. Je l'ai choisi, c'est vrai, ça a été laborieux. Mais quand j'ai débuté dans la publication de mes livres en 2011, j'ai eu l'occasion de rencontrer des auteurs aujourd'hui qui publient. Noémie Agron, par exemple, je l'avais côtoyée à un moment en 2012 à peu près, et elle m'avait parlé de son livre La rage dans mon cartable. Donc je salue son initiative parce que c'est vrai que c'est courageux. Beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent parler du harcèlement scolaire. Ça se multiplie. Je pense par exemple à Stéphanie Vincent, qui est une victime à qui j'ai pu parler et qui a sorti un livre récemment. Donc voilà, c'est encore une fois une belle expérience et un bel échange. Et les jeunes auteurs, comme les auteurs en général, doivent s'entraider. On n'est pas dans une compétition. Puisqu'on parle des jeunes auteurs, moi je voulais dire que si vous voulez en découvrir des nouveaux, vous pouvez en découvrir sur ma chaîne, LLUTV, puisque j'en invite régulièrement. Pas que Nicolas. J'ai reçu récemment Véronique
Morinière qui a un blog où elle parle justement de son parcours et de ses choix éditoriaux, etc. J'ai reçu Nathalie Torres, qui est aussi l'auteur d'un premier livre auto-édité. Mais en fait, je voudrais qu'on recentre sur le harcèlement scolaire et qu'on parte pas trop vers toutes ces questions d'édition parce que ce serait presque le sujet d'une autre émission. Moi, il y avait une première question que j'avais envie de te poser, c'était donc parmi les 6 titres que tu as écrits qui sont déjà édités, si on devait en recommander à des jeunes, est-ce qu'il y en a qui sont plus spécifiquement indiqués pour justement amorcer un dialogue avec des jeunes qui peuvent être victimes de harcèlement scolaire ou les amener à réfléchir sur le sujet? Je sais pas s'il y a des enseignants qui veulent aborder le sujet en classe. Alors attends, je mets la caméra dessus. Donc scrupule, d'accord. Donc tu nous as dit qu'il y en avait certains qui étaient tout public. Est-ce qu'ils sont tous tout public? Là, d'après la présentation que tu as faite, j'ai l'impression que certains s'adressent quand même à des publics plutôt ados ou adultes. Paradoxalement, ma trilogie, je l'avais écrite pour les jeunes et ce sont les adultes qui me lisent le plus. Donc j'ai considéré que c'était tout public parce que mes premiers lecteurs étaient des grands-parents qui s'inquiétaient de voir leurs enfants à l'école, savoir comment c'était aujourd'hui, parce que l'école qu'ils ont connue n'est plus du tout la même. Et donc, quelque part, c'est un livre intergénérationnel, je dirais. Et je recommanderais Scrupule vraiment pour la jeunesse, parce que c'est là où je parle le plus en profondeur du harcèlement, mais aussi des relations entre professeurs et élèves conflictuelles souvent, et aussi de tous les tabous, parce que je l'ai écrit en 2012, pendant les campagnes de prévention, et je me suis inspiré d'un fait divers qui a eu lieu en mai 2012. Un jeune de 17 ans qui prend rendez-vous par Facebook avec un garçon, et ça se finit dans un jardin public, et en principe, le jeune qui lui avait demandé le rendez-vous devait arriver seul, et il est arrivé avec 2 autres gars avec des battes de baseball, et ils ont agressé le jeune. Et ça m'avait choqué. Et du coup, je l'ai retransmis à ma manière dans le livre. Et du coup, Scrupule, il est très complet parce que même si ça se passe au lycée, ça rejoint tous les cas, en tout cas à l'époque, en 2012, il y avait assez peu de livres, à ma connaissance, qui parlaient autant de ces sujets et en fond. Alors, il y a eu par exemple le livre de Guy Jiménez qui s'appelle Harcèlement, qui est très bien aussi, que j'avais lu à l'époque, qui parle du collège. Bon, il y a pas mal de livres en la matière, hein. Les livres d'Hélène Romano, par exemple, sur le harcèlement, mais du point de vue psychologique. Là, c'est du point de vue plutôt roman policier surtout. Mais le bizutage, les questions d'anorexie, de boulimie, c'est des choses qui préoccupent beaucoup les jeunes. Le racket, les idées noires. Voilà, donc rien que pour ça, puis aussi pour les informations pratiques à la fin. Il y en a certaines qui sont toujours d'actualité. Donc voilà, puis après, même la loi du silence, ça peut s'adresser à eux. Bon, évidemment, ils sont pas enseignants. C'est un livre plutôt adulte, mais mon personnage, je ne l'ai pas indiqué, il est papa aussi. Il est père de famille. Il a sa fille qui est victime de harcèlement en école primaire. Et on s'aperçoit que malgré le fait qu'il s'engage sur le terrain, il ne voit pas ce qui se passe à côté de lui. En fait, il ne voit pas que sa fille est victime et qu'elle subit aussi cette loi du silence. Et tout simplement parce que elle est plutôt brillante, voilà, elle est sérieuse, etc. Et donc, ça provoque aussi des gènes et il va se confronter au directeur d'école aussi. Donc, et alors justement, j'aurais une question à poser à ce papa qui vient côté public, une personne qui signale que certaines victimes de harcèlement deviennent à leur tour harceleurs ou harceleuses en espérant ainsi avoir plus d'amis, entre guillemets. Comment devrait-on empêcher ces victimes de devenir méchantes? Tu parlais justement tout à l'heure de cette espèce d'effet de brouillage qui fait que c'est parfois difficile, que ce soit dans le dialogue avec le directeur ou entre les parents, de savoir qui a fait qui a agressé qui. Alors, il y a en plus ce retournement de situation que certaines victimes, croyant qu'ainsi elles ne seront plus harcelées, passent dans le camp des harceleurs. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider ces jeunes-là? Les jeunes, souvent, je leur dis, ça fait partie des citations connues, c'est « ne fais pas à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'on te fasse ». Comment dire? Je te harcèle, mais si tu me harcèles, c'est pas bon non plus. Comment dire? Voilà, on ne va pas reproduire ce que l'autre a fait. Moi, si vous voulez, quand j'ai été victime, j'aurais très bien pu me venger aussi. Hein. Je l'ai fait une fois
au gars de 17 ans. J'ai fini à l'infirmerie parce que je savais que je faisais pas le poids. Et finalement, il faut se rendre compte que si on veut décider de se venger, ce qui n'est pas une solution, c'est qu'on va déjà en subir les conséquences. Et ensuite, ça risque de se retourner contre nous parce que même si au départ, le harceleur était le coupable, le fait qu'on ait envie de se venger, peut-être que le harceleur va devenir une victime, du coup, et c'est nous qui allons prendre pour lui. Et là, pour le coup, ça pourrait paraître injuste, mais en même temps, si on n'en a pas parlé à la base, ça risque de poser problème. Et donc, c'est pour ça qu'on prône toujours le dialogue, mais aussi la sévérité, la sanction par rapport au harceleur, parce qu'encore une fois, les parents des victimes ont toujours l'impression, dans la plupart des cas, que les harceleurs s'en sortent bien, alors que les victimes vivent avec leurs séquelles et leurs traumatismes. Et c'est quelque chose aussi que j'ai moi-même vécu, parce que mes harceleurs actuellement, à l'époque, ne subissaient quasiment rien, à part des retenues. Encore une fois, c'est assez léger. C'était des jeunes qui étaient dans des situations un peu difficiles scolairement, mais j'ai eu aussi des premiers de la classe, et jamais ils se sentaient inquiétés. Alors, je parle de l'école catholique, mais ça existe dans toutes les écoles, encore une fois. Ça existe partout, mais on a toujours ce même rituel, c'est que quand un harceleur commet des violences, on s'aperçoit que c'est la victime presque qui va devoir plus prouver son innocence que le harceleur. Et c'est pour ça que l'injustice, elle commence là, parce que ce qu'on veut enseigner aux jeunes, c'est déjà le respect d'autrui. Moi, ce que je fais dans les écoles, on revient à des niveaux mais basiques. Par exemple, je te dis bonjour, mais si tu ne me dis pas bonjour, je vais me sentir délaissé, vexé. Le respect de l'autre, à la base, bonjour, merci, au revoir, etc. L'entraide, la solidarité, quand on voit quelqu'un qui va pas bien, on va pas le laisser tout seul. On a eu le cas à Ferney-Voltaire au Collège international, une jeune fille de 13-14 ans qui était, mais alors, au premier rang, toute seule, et toute sa classe était derrière. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'ai vécu. Quand je me suis retrouvé dans cette jeune fille, on a discuté avec elle pendant 1 heure, et elle a retrouvé le sourire, et on s'est aperçu que ses camarades, il y a 3 jeunes filles qui sont venues nous voir en nous disant on sent qu'elle n'est pas bien, mais on ne sait pas quoi faire. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a convoqué les 4 jeunes filles réunies. Elle ne voulait pas venir, en plus, la victime, donc on a insisté. Et là, en discutant, j'ai apporté mon expérience. Willy Pierre a apporté la sienne aussi. Et du coup, on a réussi à retrouver le sourire de cette jeune fille. Ça prend du temps, on fait presque de l'individuel, mais parfois c'est nécessaire parce que avoir le décès d'un jeune sur la conscience, c'est pire que tout. Et je pense, j'ai une très forte pensée pour les parents qui ont perdu un enfant, parce que perdre un enfant, c'est une des pires choses qui puisse exister. Moi, je ne suis pas encore père, mais si un jour je le deviens, par ce livre, en fait, La loi du silence, c'est un petit peu comme une sorte de vision un petit peu que j'ai des choses, parce que je me dis, si je suis père, comment ça va se passer et est-ce que je serai vigilant comme je le suis actuellement? C'est très difficile parce que quelque part, quand on va se battre sur le terrain pour les autres, est-ce qu'on arrive vraiment à se rendre compte de ce qui se passe à domicile? C'est parfois compliqué, donc encore une fois, on ne peut pas être partout, on ne peut pas avoir des solutions à tout. Mais comme je le dis, pour ceux qui recherchent des solutions, ils viennent nous voir sur le collectif You Are Heroes sur Facebook. On a créé une page aussi sur le sujet. On est vraiment réactif à ça. Et s'ils ont des questions à nous poser, aux associations en général, qu'ils n'hésitent pas, surtout parce que c'est quand on garde quelque chose en soi que ça devient terrible. Et justement, puisque tu évoques ça, je voulais te dire d'abord qu'il y a 2 personnes qui sont CPE, qui suivent l'émission, qui sont très intéressées et qui demandent si elle sera disponible en replay parce qu'apparemment, elles avaient un problème de connexion au début du direct. Bien sûr, on sera en replay sur LLU. Je vais même rajouter, si tu me permets. On verra le lien si vous ne le trouvez pas. Et ces mêmes personnes ont posté un autre commentaire après
pour dire que souvent, quand un harceleur est détecté dans un établissement scolaire, il leur manque des relais à l'extérieur pour le coincer, en quelque sorte. Et c'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y a beaucoup de violences qui s'exercent aussi, pas directement dans l'enceinte scolaire, mais juste à la périphérie, qui du coup ne sont plus de la juridiction de l'établissement scolaire, hein, quand c'est sur le trajet, quand c'est à l'arrêt de bus, quand c'est et du coup les harceleurs, ils sont malins, ils le savent, et ils savent très bien qu'il y a des choses qui vont être punies dans l'enceinte scolaire, mais à partir du moment où on a franchi les portails, elles ne le sont plus, et c'est là aussi que souvent ils chopent les victimes, si on peut dire. C'est très intéressant parce que ça me permet de rebondir justement avec l'association contre les violences scolaires, donc avec Olivier Lerandeau notamment, qui se bat avec sa femme Géraldine pour leur fils Florian, parce qu'il a été victime pendant 10 ans de harcèlement. Donc moi, avec l'association Les Parents, on les soutient de tout cœur, et aussi les autres associations, parce que ils ont créé l'association à Angers, et ils sont partenaires avec la gendarmerie, comme ça se fait dans certains départements aussi. Ils créent une synergie justement avec les forces de l'ordre, avec des institutions, avec des associations, etc., pour que justement ce qui se passe en dehors de l'école puisse être pris en charge aussi à l'extérieur, parce qu'on aura beaucoup d'enseignants, à tort ou à raison, c'est encore un autre débat, mais quand un enseignant dit « Ah ben c'était en dehors de l'école, ça ne me concerne plus », bon, il n'y a pas non plus une ligne jaune ou rouge marquée à la sortie de l'école, même si juridiquement, c'est plus tout à fait la même chose. Il y a le rôle des surveillants. Et les surveillants, on en parle beaucoup depuis quelques temps. Les surveillants, on parle beaucoup de renforcer l'effectif des surveillants. Le président de la République voulait ajouter 60 000 enseignants, voulait rajouter le nombre de surveillants. Il faut déjà qu'ils soient effectifs sur le terrain. Malheureusement, c'est loin d'être le cas partout. Parce que moi, j'ai connu des surveillants qui avaient tendance à tutoyer les élèves. Donc déjà, le rapport hiérarchique, le tutoiement, c'est quelque chose de terrible parce que les jeunes considèrent les surveillants comme des copains. Et quand on veut assurer une certaine autorité, on peut pas. C'est comme dans le monde de l'entreprise. Dans certaines entreprises, ça marche, mais pas partout. Un patron qui va tutoyer ses employés, ça peut marcher dans certains cas, mais pas partout. Encore une fois, quand il y a une hiérarchie, le vouvoiement, ça reste la base. Et c'est vrai qu'à l'école, on a tendance à tutoyer très facilement les élèves, et il y a aussi certains élèves qui en profitent pour tutoyer, pour dire bon, on va sortir fumer une clope, etc. Et du coup, dès qu'il s'agit de sanctionner, c'est compliqué. Donc le vouvoiement, je pense, doit rester, alors ce sera sûrement mal pris, mais j'assume complètement parce que moi j'ai vu des surveillants fumer avec les élèves. Pendant ce temps-là, il y avait des problèmes dans l'enceinte de l'école. Mais après, moi j'étais pas là pour tout gérer, j'étais pas surveillant. Mais imaginons que j'aurais été harcelé dans l'enceinte de l'école et que le surveillant était à la sortie. Le surveillant avait une sanction disciplinaire pour ça parce que voilà, il ne faisait pas son travail. Et c'est vrai que dans certaines écoles, il manque des surveillants. On a eu le cas au Collège international à Ferney-Voltaire, 15 surveillants pour 3000 élèves, c'est très peu. Ça représente 1 pour 200. Et on a fait des conférences où il y avait 70 personnes. Déjà, 70 personnes à gérer, c'est pas facile. Alors j'imagine sur 200. Donc le renforcement des effectifs, oui, mais pas automatiquement. Selon les cas, voilà, c'est encore à étudier. Mais c'est vrai que, encore une fois, ce problème de ce qui se passe sur le chemin de l'école, moi c'était sur le chemin du retour que j'ai failli être agressé. Là, évidemment, l'école n'était pas responsable, entre guillemets, mais encore une fois, les parents ne peuvent pas tout faire non plus. Donc, encore une fois, c'est un dialogue qui doit s'opérer. Et puis, lier des partenariats avec les gendarmes, avec la police, etc., avec des associations, c'est vraiment essentiel. Donc, on se bat pour que ça puisse être renforcé de cette manière-là. Alors écoute, je vois qu'on est déjà à 1h30 d'émission. On avait dit qu'on essaierait de pas trop dépasser. Il y a encore plein de questions et de remarques passionnantes. Il y a
c'est comment, c'est Willy Pierre. Voilà, Willy Pierre qui a posté plein de choses intéressantes. Moi, j'aurais presque envie de vous dire que ce qu'il faudrait faire, ce serait presque refaire une deuxième émission avec vous deux, puisqu'apparemment Willy Pierre est très inspiré et impliqué aussi, pour qu'on ait aussi vos deux points de vue et la synergie de la façon dont vous entrez en action sur le terrain. Parce que je pense que si on prolonge l'émission d'aujourd'hui, pour ceux qui vont regarder en replay, ça va être vraiment très très long et ça va faire une émission de 2 heures, 2 heures et demie. Et ça, je sais qu'en général, c'est quelque chose qui bloque les replays. Quand c'est trop long, les gens n'ont pas envie de regarder. Et ce serait dommage parce que le contenu de ce que vous apportez est vraiment précieux. Il y a une personne aussi, une jeune fille côté public qui va sûrement te contacter parce qu'elle a été elle-même victime de harcèlement et elle dit qu'elle est en train d'écrire un livre sur le sujet. Son pseudo, c'est Sky, mais je pense qu'elle te contactera sous son vrai nom. Je voudrais faire un petit coucou à Jérémy Guyot, qui était élève dans l'établissement où moi-même j'ai travaillé comme enseignante et à qui j'avais demandé d'être là ce soir. Je suis contente qu'il ait pu suivre l'émission en direct. Et puis, si tu veux bien, je voulais juste finir par une dernière question parce que je crois qu'elle peut concerner et aider beaucoup de gens. Je vais essayer de la retrouver. C'est une question de Tine Bessin qui dit quels sont les signes pour les parents et si les parents interviennent directement auprès des enfants harceleurs, est-ce que ça a un impact ou est-ce que c'est pire? Et ça, c'est une situation que tu connais bien puisque c'est ce que tu as toi-même vécu. Tu as expliqué pourquoi tu avais été tellement long à parler à tes parents de ce qui t'arrivait. Donc voilà, quels sont les signes? Ça, c'est la première partie de la question. Et si on intervient auprès des harceleurs, est-ce qu'il y a risque de récidive, comment on appelle ça, de représailles? Est-ce que c'est conseillé ou est-ce qu'il vaut mieux passer par un autre moyen? C'est très aléatoire parce qu'en fait, pour répondre sur les signes, alors les signes déjà, ça peut être les notes à l'école. Alors, j'ai pas eu trop le temps d'en parler, mais dans les conséquences du harcèlement pour une victime, je l'expose en conférence. Ça peut être les cauchemars, les insomnies, la phobie scolaire, la peur d'aller à l'école, la somatisation aussi, par exemple, si on s'invente des maladies, si on dit qu'on a mal à la tête alors que c'est faux, ou qu'on croit avoir mal à la tête alors que ça vient de la phobie scolaire, si on a des chutes de résultats alors qu'on est plutôt bon à l'école. Alors moi, c'était le contraire parce que je ne suis pas tombé en échec scolaire. Comme j'étais nul en maths, du coup, je me rattrapais en littérature ou dans les matières littéraires pour me venger en fait de ce que je subissais. J'ai été un peu un cas à part là-dessus. Mais par contre, j'ai pris du poids à cause de ça. J'ai développé une phobie scolaire et c'était l'angoisse. J'ai essayé plein de régimes, j'y arrivais pas. Alors ça me fait plaisir d'avoir des compliments aujourd'hui sur mon physique parce que j'ai réussi à maigrir, à faire du sport, etc. Mais ça a pris plusieurs années. J'ai attendu quand même 5 ans avant de m'en sortir. Et puis, le fait d'écrire aussi, ça m'a beaucoup aidé. Et puis, alors les signes, après, ça peut être aussi, par exemple, quand on est accro aux jeux vidéo. Moi, c'était le cas. C'est que on passait du temps à s'enfermer dans un monde virtuel ou dans sa bulle, et puis on s'isolait en fait. On n'avait plus trop de contact avec sa famille. Donc l'isolement se fait plus seulement à l'école, mais aussi à la maison. Et justement, je pense à la maman de Géraldine Abar, la fille pardon de Géraldine Abar que je salue, qui justement avait sa fille qui aujourd'hui fait de la boxe pour vraiment cumuler. Voilà, repousser. Alors, ça fait un petit peu raccourci avec Dominique Nguyen, notre proviseur, prof de karaté. Et voilà, les arts martiaux, on m'avait déjà dit à l'époque, j'ai jamais voulu en faire parce que c'est pas mon truc, mais les arts martiaux, c'est un moyen vraiment on va dire, de refouler cette violence-là. Alors moi, je la refoule par la musculation. J'en fais presque tous les jours. Et la musculation, pour moi, ça m'aide à m'évacuer le stress ou des soucis. Mais encore une fois, pour les signes, ça peut être aussi bien, j'en parle hein, par exemple dans Scrupule aussi, hein, l'anorexie, la boulimie. Donc quand à cause de l'école, on se dérègle complètement, la paranoïa, il y a énormément de signes. Après, c'est vrai que encore une fois, pour s'apercevoir de ces signes, il faut discuter avec son enfant. Il faut essayer de communiquer avec lui, elle ou elle. Il faut essayer d'entretenir un contact. De toute façon, c'est simple. Enfin, c'est simple.
un harceleur, il a un mal-être aussi. C'est vrai qu'on tape souvent sur les harceleurs, on a tendance à les incriminer beaucoup. Il y en a certains, c'est pas des harceleurs qui vont devenir vraiment extrêmement violents. Ils sont pas tous comme ça. Il y en a qui, par exemple, ont des problèmes affectifs, qui ont un mal-être, qui ont besoin de se défouler sur quelqu'un ou sur quelque chose, mais ils utilisent quelqu'un. Ils utilisent la victime comme un punching ball. C'est ce qui m'est arrivé. Quand vous avez un gamin de 17 ans en quatrième qui pense qu'à l'armée aux filles, déjà, il y a un problème. Il n'est pas adapté du tout pour l'école. Et c'est vrai que je me suis demandé si, malheureusement, il ne fallait pas remettre en question tous ces jeunes qui ne sont pas du tout adaptés à l'école. Et quand on va intervenir auprès d'un harceleur, évidemment, il y a toujours des risques. Mais plus on laisse faire, encore une fois, et plus il y a des risques pour que ça s'aggrave. Donc, il faut être ferme. Il ne faut pas hésiter à aller au charbon. Je sais que ce n'est pas facile. Il y a des mères de famille, des parents qui se sentent impuissants, qui se sentent irrités aussi par rapport à ça, parce qu'ils se disent j'essaye de me battre, mais justice ne se fait pas. Je suis seul contre tous, alors qu'on est nombreux à vivre ça. Que fait le système? Que fait le ministère? Et c'est moi-même une question que je me pose. On parle de la refondation de l'école, on parle du harcèlement, on dit que c'est grave, etc. On peut faire des prix dans les écoles, mobilisons-nous contre le harcèlement, mais encore une fois, pour moi, ce n'est qu'une partie du problème. Parce que quand on propose des solutions, tout de suite, ça crée des polémiques. Mais il faut en proposer des solutions. Et justement, rencontrer les parents des harceleurs quand on s'aperçoit que son enfant est victime, ça fait partie des solutions. Et tant qu'on ne va pas jusqu'au bout, on ne s'aperçoit pas de la gravité des choses, si toutefois c'est très grave. Et encore une fois, il faut voir qu'il y a des enseignants, des CPE, des infirmières qui peuvent voir des choses. Il ne faut pas hésiter à avoir plusieurs personnes. Si un proviseur, une fois, dit bon, bah, c'est pas grave, parfois, il faut le harceler, entre guillemets aussi. Et si jamais ça ne passe pas, moi, c'est ce qu'a fait mon père. Alors, je ne dis pas que ça se règle dans tous les cas comme ça, mais on écrit en lieu, on menace d'aller porter plainte. En général, quand la réputation d'un établissement est en jeu, donc celle d'un proviseur ou d'une directrice d'école, là, quand c'est remis en question, évidemment, ça change la donne. Il faut pas hésiter. En général, quand ça remonte jusqu'au rectorat, voilà. S'il faut faire sondage dans la presse, voilà. Et par rapport à la réponse que tu as faite sur les arts martiaux, moi je peux apporter mon témoignage, non pas d'enseignante cette fois, mais de maman. Donc moi j'ai un enfant qui était un petit peu comme toi, je pense, pas au sens où il était harcelé, mais c'était quelqu'un de pacifique, qui n'aimait pas se battre. Il était tout seul aussi, il n'avait pas de frères et sœurs, donc quand il est entré à l'école, il s'est retrouvé un peu dans le magma des relations sociales avec des enfants de tous les milieux qu'il a fallu gérer, et pour lui c'était très nouveau, et donc au début effectivement on sentait qu'il était dans une espèce d'anxiété. Je dirais pas qu'il était complètement mal. Et de lui-même, en fait, il a eu envie de faire des arts martiaux. Et du moment où il a fait ça, et ben d'abord, ça lui a donné une assurance intérieure qui faisait qu'il se faisait beaucoup moins embêter. Et de fait, il n'a jamais eu à utiliser les arts martiaux à l'école, ni à devenir violent, parce que je crois que de toute façon, il n'avait pas envie de ça. Mais de savoir qu'il faisait des arts martiaux et aussi de ressentir chez lui cette espèce de sécurité interne, et ben il s'est fait beaucoup moins embêter et il n'a plus maintenant ce problème d'anxiété ou de pression qu'on ressentait avant. Donc tout ça pour dire qu'effectivement ça peut être une solution. Je dis pas que c'est la solution miracle, mais dans certains cas ça peut être une solution. Dans les écoles justement, auprès des jeunes en général, je leur dis quand vous avez une passion dans la vie, je leur demande s'ils ont une passion. Voilà. Déjà, s'ils aiment le théâtre, par exemple, s'ils aiment la musique, le cinéma, le sport, l'écriture, plein de choses comme ça, et je leur dis, si vous avez une passion, allez-y, quoi. Délivrez-vous. Par exemple, le cas de Willy Pierre, justement, il est écrivain, il fait du rap. Noémie Agrouan fait du rap aussi, ça permet d'évacuer. Jonathan Destin a écrit son témoignage. Voilà, moi j'ai écrit le mien et le harcèlement a été un des facteurs de mes livres. Et je me suis dit, si en plus je peux sensibiliser à travers mes livres, alors, au départ c'était de faire une fiction, de se divertir. Mais j'étais partisan de l'écriture dite utile, c'est-à-dire qu'au bout du compte, on en ressort avec quelque chose, avec une réflexion sur un sujet. Parler du harcèlement scolaire, c'est très compliqué.
parce que c'est un sujet très lourd qui comprend énormément de facteurs, énormément de conséquences aussi. Et du coup, je voulais l'aborder de la manière la plus simple possible. C'est pour ça que j'ai pris le parti de l'écrire à la première personne, comme si c'était moi, sans que ce soit moi. J'y ai ajouté des sentiments personnels, des expériences personnelles, mais je voulais que les gens prennent le personnage de Jérôme comme si c'était eux, et que justement ils se rendent compte de ce qu'on peut vivre au quotidien quand on est victime. On ne choisit pas d'être victime. Personne ne choisit d'être victime de harcèlement, comme on ne choisit pas d'avoir un handicap, d'avoir une maladie, d'avoir un problème particulier. Et du coup, quand certains n'ont pas le choix que de vivre avec ce problème-là, il faut, comment dire, pouvoir assumer et surtout ne pas se renfermer sur soi, s'ouvrir aux autres. Et le rôle des autres, c'est justement d'accepter cette personne-là. Dans mon premier livre, justement, il y a une citation de Frédéric Perls qui dit « Le contact, c'est l'appréciation des différences ». Et dans mon nouveau livre, La loi du silence, il y a une citation de Victor Hugo qui est magnifique, qui dit « Celui qui ouvre la porte d'une école ferme une prison ». Justement parce que l'école, c'est pas censé être une prison à la base, c'est censé être un lieu de vie en société où il y a des problèmes, mais où justement, on doit développer des choses comme ça, des solutions préventives. Ce qui se passe en Angleterre, par exemple, c'est des mises en scène, des jeux de rôle, mise en scène théâtrale qui fonctionnent très bien. Je connais un metteur en scène normand qui s'appelle Thomas Rollin, je le salue au passage parce qu'il a été aussi victime de harcèlement et qui justement propose ce genre de mise en scène théâtrale, va rencontrer les jeunes dans les écoles pour faire de la prévention. Et moi, je l'ai fait un petit peu récemment, là, au centre socioculturel à Brille, où j'ai essayé de mettre dans le rôle de la victime, du témoin et du harceleur une même personne. Chacun tournait au niveau des rôles sur les différents profils. Et évidemment, les réactions étaient différentes suivant les profils. Donc, déjà faire prendre conscience de ça à la base en montrant des clips de prévention. Alors, évidemment, j'en profite, c'est l'anniversaire de Nicolas Sirkis d'Indochine aujourd'hui. Et justement, il a créé un magnifique clip qui a été censuré en 2013 qui s'appelle College Boy. Nicolas Sirkis, c'est le parrain de l'association Les Parents, justement. Et il s'est beaucoup engagé là-dedans parce que justement, son frère a été victime à l'école. Et je pense aussi à Kinvey, par exemple, qui a fait Petite Émilie, que je diffuse quasiment dans toutes les écoles, auprès de tous les jeunes. Il y a eu Mika aussi, qui a été victime de harcèlement, qui en a fait une chanson aussi il y a quelques temps. Bref, il y a plein de gens comme ça. Il y a aussi Senna, qui est une chanteuse du côté d'Angers, qui est la marraine de l'association d'Olivier Laurando et de Géraldine et de Florian. Donc, je la salue également parce qu'elle a été victime de harcèlement. Donc voilà, toutes ces personnes-là permettent d'avancer dans le débat, permettent d'avancer tous ensemble, de trouver des solutions. Et moi, je les remercie parce que si ça pouvait se décupler au niveau du nombre, et on sait qu'à l'international, par exemple, ne serait-ce qu'en Europe, déjà en Belgique, on sait qu'il y a 14,5% de victimes de harcèlement. C'est presque plus que la France. Et on s'aperçoit qu'en Asie, il y a une recrudescence de suicides chez les jeunes, que la moyenne d'âge des suicides en France, c'est 12 ans. Et des cas comme ce matin de Périscope avec le suicide en direct, ça devient effarant. Et du coup, ça renvoie une très mauvaise image de toutes ces choses-là à la jeunesse, parce que la jeunesse, elle n'a pas besoin de ça, elle a besoin d'espoir, même si nous vivons dans une société malade, très difficile, surtout à l'heure actuelle. Mais justement, il faut se battre. Et l'école, c'est une image de la société, donc il faut commencer par l'école pour essayer d'avancer. Eh bien, écoute, merci. Je crois que c'était un très beau mot de la fin. Merci à toi. Pour terminer, moi, j'ai juste envie de te lire encore quelques réactions que tu fais publiques. Alors, il y avait une première remarque de la jeune femme dont je te parlais qui écrit un livre. Donc, elle te dit, pour me contacter, je suis l'administratrice de la page Facebook Le harcèlement scolaire, mon combat et mon histoire. Je serais ravie de pouvoir avoir de vos conseils pour mon livre. Merci pour cette émission et votre expérience enrichissante d'écrivain.
Je souhaite juste rajouter que Non, tu rajoutes plus rien maintenant, c'est moi qui ai la parole. Je te la rends plus, sinon on ne finira jamais. Quand on m'envoie un message, j'y réponds, quoi. Je veux dire, Alors oui, là je peux témoigner que tu réponds et que tu réponds effectivement assez vite. Après, on avait une réaction des 2 CPE qui suivaient l'émission et qui disaient: nous sommes d'accord que nos missions ne s'arrêtent pas à la porte de notre établissement. Nous travaillons avec la gendarmerie, c'est plutôt sur le suivi du dossier qu'il y a souci. Très compliqué, oui. Voilà, c'est vrai que l'établissement peut aussi faire le travail à son niveau et après, en fait, c'est plus de son ressort, donc ça passe en d'autres mains et il y a un problème de suivi. Justement, les associations, elles aident aussi à suivre les dossiers. Willy le sait très bien puisque il gère des dizaines de dossiers. Il fait un travail admirable. Je souhaite faire une mention spéciale justement à Willy Pierre parce que déjà d'une, il se bat comme un enragé contre le système. Non seulement ça, et puis en plus, quand je l'ai rencontré, j'étais un petit peu en perte de repère au niveau associatif parce que j'ai essayé de faire confiance à des associations, mais le problème c'est que je n'avais pas la possibilité de m'exprimer. Et grâce à l'association des parents, justement, j'ai pu m'exprimer vraiment de manière presque inédite, comme jamais j'ai pu m'exprimer. Donc ça, c'était vraiment une bonne chose parce que si j'écris des livres, c'est parce que j'ai des choses à dire. Si je m'engage dans une association, c'est parce que j'ai des choses à dire aussi, quelque chose à raconter, à transmettre. Et en même temps, grâce à eux, je fais des interventions dans les écoles. C'est une question qu'on m'a posée des centaines de fois. Est-ce que vous venez dans les écoles, etc. Oui, bien entendu. Sur la demande, on peut faire des écoles primaires jusqu'aux grandes écoles. J'ai failli même faire une fac à Nancy. Ça n'a pas pu se faire malheureusement, mais j'espère le faire un de ces quatre. Donc, on fait tous les types d'écoles. Et ce qui me plairait beaucoup, c'est de faire de la prévention auprès des futurs enseignants, des jeunes qui étudient justement pour devenir enseignants, psychologues, etc. Parce que c'est aussi eux qu'on doit préparer sur le terrain. Et on s'aperçoit qu'il y a des grosses lacunes en la matière, qu'on leur dit, en gros, débrouillez-vous quand vous arrivez. Bon, vous avez le salaire, vous avez ça, vous avez les vacances, maintenant vous vous débrouillez et puis vous ne demandez pas votre reste. Mais bon, quand il y a des soucis à l'école, il faut prendre ça à cœur. Puis quand on a des CPE qui ont des parents furieux au téléphone parce qu'il s'est passé ça, alors qu'en fait, c'est pas tout à fait ça. Voilà, j'ai été confronté à ça quand je suis allé au lycée professionnel. Donc, le corps enseignant, c'est un travail d'équipe, encore une fois. Et les parents, c'est pareil. Le but, c'est de faire confiance aux enseignants, mais les enseignants doivent être aussi à l'écoute des parents. C'est un échange qui va se faire. Alors, je sais qu'en pratique, c'est très compliqué. Ça fait très utopiste, très idéaliste ce que je dis. Mais ça fonctionne dans certains cas. Et si jamais il y a des parents qui ont des soucis, on a comme allié dans le domaine Dominique Nguyen. Ils peuvent lui parler aussi parce que lui, il est sur le terrain tous les jours, encore plus que nous, parce que lui, il est proviseur, donc il voit beaucoup de choses quand même. Son lycée, c'est un des mieux classés du département de l'Essonne en plus. Donc voilà, il a aussi beaucoup d'outils à apporter. Et encore une fois, le collectif Your Heroes, les associations que j'ai citées tout à l'heure, sont là pour apporter leur aide, leur expérience et en même temps des solutions. Et des solutions, on a besoin de tout le monde pour en apporter. Voilà, et donc s'il y a parmi les auditeurs de cette émission des formateurs de jeunes enseignants, des jeunes enseignants qui ont envie de faire appel ou à Nicolas ou à l'association Les Parents avec ou même les autres associations avec lesquelles il travaille, n'hésitez pas à le contacter, à voir ce que vous pouvez mettre en place avec lui, où que vous soyez. Vous avez entendu, il est prêt à se déplacer de Sarlat à Nancy, donc il avalera les kilomètres pour venir agir chez vous. Alors, j'avais pas terminé. Il y avait encore deux retours en fait que je voulais lire. C'était pas des questions. Il y a mon amie Sylvie Horry qui est conteuse, qui suivait aussi l'émission ce soir et qui travaille elle aussi beaucoup auprès des enfants et des jeunes. Elle dit merci à toi Sylvie et à ton invité pour votre émission. C'est un sujet grave qu'il faudrait traiter beaucoup plus souvent, mais surtout discuter avec nos enfants, petits ou ados, pour les sensibiliser et les prévenir s'ils devenaient victimes ou témoins.
Ah, merci Sylvie d'avoir suivi l'émission. Et puis, j'avais envie de finir en fait par ce commentaire que Yves Landau avait posté tout au début de l'émission, mais qui pourrait aussi être sa conclusion. Et je m'excuse Yves, tu avais posé plein de questions et de remarques intéressantes, mais il y en avait tellement que j'ai pas pu tout lire. Donc, je prends celle-là et je te donne le mot de la fin. Il disait, voilà une thématique très importante et préoccupante dont on aurait aimé qu'elle n'ait jamais eu lieu. Qu'elle n'ait jamais eu lieu d'être, pardon, si ce harcèlement scolaire, entre autres, n'avait jamais existé, et pourtant. Voilà. Et c'est parce qu'il existe qu'on en a parlé, et j'espère qu'on en parlera encore. Comme dit, si avec Willy Pierre, vous ne trouvez pas l'espace pour le faire ailleurs, moi je suis disposée à vous rouvrir la chaîne pour que vous fassiez une émission tous les deux pour compléter celle-là. Même avec d'autres représentants de d'autres associations, si vous voulez le faire à plusieurs. Hein, dans le Hangout, on peut être jusqu'à 5-6 sans problème. Voilà. Vous voyez, de toute façon, je pense que déjà après cette émission, vous allez entrer en contact avec d'autres gens et que peut-être ça va vous ouvrir d'autres portes. Et si vraiment ça restait bloqué et que vous n'aviez pas l'audience pour vous faire entendre ailleurs, ben, sachez que sur LLU, vous êtes les bienvenus pour revenir. Je sais que parmi les gens qui suivent ma chaîne, il y a beaucoup de gens qui travaillent auprès des enfants, qui sont ou enseignants ou éducateurs, ou en tout cas dans le domaine de l'éducation. Donc je pense que de toute façon, c'est une émission qui va parler à d'autres gens. Voilà, moi je vous donne simplement rendez-vous demain. Avec l'émission sur de la liberté à de la souffrance à la liberté de l'être. Et puis, je laisse le mot de la fin à Nicolas. Comme ça, Nicolas, tu finis comme tu veux. Excusez-moi, j'en rajoute des tonnes, mais je voudrais juste préciser, rappeler que le 3 novembre prochain, il y a la journée nationale contre le harcèlement scolaire. Alors, comme je le disais, c'est qu'une journée dans l'année, donc il faut vraiment être réactif parce que c'est là où on peut parler de tous les problèmes. Alors, avant de participer à l'émission, je regardais un petit peu l'actualité sur le harcèlement et j'ai vu que la youtubeuse Enjoy Phoenix, alias Marine Lopez, qui est très connue des jeunes femmes puisqu'elle fait des vidéos sur le maquillage, etc. Elle a vécu le harcèlement aussi, elle a 20 ans aujourd'hui, elle l'a vécu pendant de nombreuses années pour des raisons diverses et variées. Elle avait témoigné dans toute une histoire le 5 novembre dernier. Donc c'est aussi, voilà, tous ces... on peut idolâtrer des stars, on peut être fan de quelqu'un et puis s'apercevoir que pareil, dans sa jeunesse, il a vécu ça. C'est un sujet qui nous touche tous plus ou moins directement. Même si on a des enfants qui ne vont plus à l'école, même si nous, on n'est plus concernés par l'école, on connaît peut-être quelqu'un, un voisin, quelqu'un qui va à l'école, qui connaît quelqu'un qui va à l'école. Ça nous touche tous plus ou moins personnellement, tous les types de harcèlement de toute façon, puisque, encore une fois, c'est un problème psychologique. Alors, je vous encourage d'ailleurs tous à lire le guide de Nora Fraisse Stop au harcèlement que j'utilise dans toutes mes interventions. Je lis des témoignages que Nora Fraisse a recueillis parce que déjà d'une, elle explique vraiment les différents profils. Elle reprend un petit peu d'ailleurs ce que je fais en conférence, on fait un peu la même chose. Et puis en même temps, elle explique comment elle s'est battue pour sa fille. Et puis les chiffres, les outils, les signes. Donc ça peut être un complément par rapport à cette émission-là. Mais le 3 novembre sera une journée vraiment cruciale pour les associations comme pour tout le monde en général. Et en même temps, ça me replairait bien personnellement de refaire une émission avec toi, Sylvie. Il faut qu'on en discute avec les associations, mais je pense qu'il y a quelque chose d'interactif avec plusieurs associations en même temps. Moi, ce que j'allais te proposer en t'écoutant en parler là, c'est si le 3 novembre, vous n'avez pas trouvé d'autres télé plus grosses que la mienne pour vous faire entendre, je suis OK pour vous organiser une émission ou le 3 novembre même, ou autour du 3 novembre, peut-être juste un peu avant, justement, pour parler de la manifestation et de cette journée, et faire quelque chose sur ce thème-là. Pour moi, c'est OK. Voilà. Merci beaucoup. L'invitation est lancée. Mais je pense franchement que d'ici là, et j'espère franchement que d'ici là, vous aurez trouvé aussi audience auprès d'autres médias et que d'autres que moi encore relaieront votre message à une plus grande échelle. Après, peut-être qu'entre-temps, ma chaîne à moi va prendre aussi de l'essor. Là, c'est vrai que j'ai gagné des abonnés dans les dernières semaines, donc peut-être que entre cette fois-ci et la fois prochaine, il y aura aussi plus d'abonnés pour vous écouter. Bon, alors finalement, on a quand même fait 2 heures d'émission, mais je crois que le sujet les valait bien.
Peut-être qu'il y a des moments où effectivement on s'est un petit peu écarté parce qu'on a parlé aussi de ton parcours d'auteur, mais en même temps tu étais aussi là pour ça. Et LLU TV, c'est aussi une chaîne d'artistes et d'auteurs, donc je voulais qu'il y ait aussi une place pour ça dans l'émission. Et voilà, moi je suis vraiment heureuse de cette émission qui était pas prévue et qui s'est faite et qui, je crois, a touché quand même des gens et j'espère en aidera beaucoup. Voilà. Merci à toi. Merci beaucoup. Alors merci à tous d'avoir été avec nous ce soir. À demain pour ceux qui reviendront demain pour l'émission suivante. Et puis pour ceux qui veulent prendre contact avec Nicolas, vous avez son site, sa page Facebook, toutes ses coordonnées dans le descriptif de l'émission, sous la vidéo YouTube. Vous le trouvez sur Facebook sous Nicolas Bouvier. C'est vraiment pas difficile. Voilà. Bonne soirée à tous et prenez soin de vous. Merci. Bonsoir. Bonsoir.